Avant de commencer cet épisode, j'avais envie de vous montrer où je tourne le podcast et ça se situe ici. Regardez ce merveilleux décor. En fait, c'est un nouveau studio qui est vachement confortable parce que vraiment, il y a absolument tout ce dont on a besoin. Plein de lumière et c'est là où je reçois mes invités merveilleux et merveilleuses parce qu'il y a beaucoup de femmes. Et ici, nous avons un petit coin régie où mon équipe peut rester assister aux épisodes avec mon assistante préférée, que j'ai nommé Maya. Et juste ici, il y a mon équipe. Mais alors, quand je vous dis une équipe, il y a 50 personnes qui travaillent sur le podcast. Évidemment, Nora, mon agent, et Newin, la rédac chef. Voilà, donc on se retrouve souvent là. Je vais pas vous mytho en me disant souvent là, parce que ça fait pas longtemps qu'on est dans ce studio-là. Mais on se retrouve ici pour parler un petit peu des épisodes de la journée. On en profite également pour se faire couler un bon petit café ou un thé ou, bien sûr, un chocolat chaud pour ma part. C'est un épisode qui est donc sponsorisé par Tassimo. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, si vous regardez les vidéos du podcast, mais très souvent, il y a des petites tasses comme ici présent, où mes invités boivent, comme je vous l'ai dit, un petit chocolat chaud, un petit thé, un petit café. Et ce que j'aime bien avec cette petite machine, c'est que c'est une petite machine, ça prend pas beaucoup de place et ça permet du coup de faire des boissons très rapidement. Et en effet, c'est quand même plutôt pratique d'avoir une machine comme ça qui permet de faire du coup plusieurs boissons en un clic, puisque en général, on essaye de proposer rapidement des choses à nos invités. Voilà, sur ce, je vais recevoir ma prochaine invitée et je vous souhaite un très bon épisode. Yeah. Podcast. Il y a des désirs qui traversent les années, des rêves qu'on porte longtemps, parfois en silence, parfois à contre-courant. Le projet dont on va parler aujourd'hui en fait partie, celui de devenir mère, et qui parfois demande de passer par un chemin particulier, la PMA, ce parcours médical et émotionnel qui accompagne celles et ceux pour qui concevoir n'est pas simple. Un chemin qui oblige à avancer, même quand rien ne se passe comme prévu. Aujourd'hui, on va parler de ce que ça signifie de continuer d'y croire, de se confronter aux limites et de réinventer sa manière d'exister quand un désir prend toute la place. Salut Sophie. Salut Juliette. Ça va ? Ça va et toi ? Ouais, très bien. Je suis contente de te recevoir. Merci de m'accueillir, ça me fait très plaisir. On se connaît sans se connaître. Ouais. On s'est vu, combien de temps tu dis ? Je crois que c'était il y a 6 ou 7 ans, c'était pré-Covid. Ouais. Et c'était un tournage de Swan Périssé. Oh waouh, c'était quoi ce tournage déjà ? Figure-toi qu'on jouait des daronnes. Putain, mais oui, Oui. Avec Pierre Cross et tout ça. Oui, exactement. Oui, c'était là-bas. Ça y est, je me souviens. Ouais, donc ça remonte un petit peu. Ça remonte. Ouais. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire ce que tu fais dans la vie ? Bien sûr, donc je m'appelle Sophie Rich, j'ai 36 ans, je suis créatrice de podcasts. J'ai notamment eu un podcast qui s'appelle Attendre d'attendre un enfant, sur le sujet dont on va parler aujourd'hui. Et j'ai également un podcast avec ma conjointe, Clémence Bodoc, et ce podcast s'appelle Couple Goal. Et c'est un podcast sur le couple. Ok, trop bien. On va commencer avec 3 petites questions. Si tu devais choisir le titre de ton autobiographie aujourd'hui, ce serait quoi ? L'attente, c'est drôlement long, dis donc. Dis donc. Wow. Est-ce que le dis donc est important ? Le dis donc, mais pas écrit comme il faudrait, tu vois, juste D-I-D-O-N. Oui, bien sûr. Bien sûr. 3 petits points ? Non, point d'exclamation pour marquer. Vénère, ok. L'attente, c'est drôlement long, virgule, dis donc, point d'exclamation. Exactement. Ok. Ouais, alors j'ai vraiment réfléchi à peu près 0 seconde et demie avant de te répondre, mais écoute, parfois c'est... Moi j'aime bien ce titre. Quel est le moment où tu t'es sentie la plus authentique dans ta vie ? Je crois que c'est dans les moments de doute et probablement que je me sens très authentique depuis que je suis en couple avec ma compagne. Mais pourquoi tu dis dans les moments de doute ? Parce que c'est là où t'as plus le temps de douter sur autre chose, tu vois. Ouais. Tu vois, les moments de doute sur est-ce que j'ai fait les bons choix de vie ? Oui. Et en fait, c'est le fait de réfléchir à tout ça fait que tu te mets Ah oui, face. que tu sais. Ouais, je comprends. En fait, ça te remet dans la bonne direction. Oui, je comprends. Oui, t'as raison. Très juste. Quelle est la chose que tout le monde aime chez toi, mais que toi, tu comprends pas ? Pourquoi je comprendrais pas ? Je sais pas, tu sais, parce que parfois, il y a des gens qui vont dire oh, t'es super courageuse, et tu vas dire mais bon, mais je me sens pas courageuse. Trop ça. Ah mais bon, bien okay. sûr. En fait, j'ai une chaîne YouTube et j'ai donc des podcasts où, en fait, j'ai pas un rapport à la pudeur comme tout le monde. Enfin, si, la pudeur physique et tout ça, mais la pudeur émotionnelle, je l'ai pas trop. Et du coup, c'est vrai que j'ai beaucoup abordé des sujets tels que la sexualité, le rapport au corps, le désir d'être mère, les difficultés de la vie de manière générale. Et j'ai aucune difficulté à en parler publiquement, que ce soit en vidéo, en podcast, à l'audio, tout ça. Et souvent, on m'a dit, merci d'avoir eu le courage,
t'es hyper fort de l'avoir fait. Et pour moi, c'est juste, limite, ça me fait remettre en question ce que j'ai fait parce que je me dis, attends, mais oui, mais en fait, je me sens pas courageuse. Courage, c'est que peut-être je suis allée trop loin, peut-être que j'ai été trop authentique, justement, tu vois. Ouais. Je te rejoins complètement. Je suis un peu pareil que toi là-dessus. Je pense. Mais oui, c'est vrai que parfois, je suis assez d'accord quand les gens te disent ça, tu te dis, mais en fait, c'est pas courageux. Moi, je trouve que ça compte de faire ça, tu vois. Alors, je dis pas que ça compte, mais qu'en fait, pour moi, et je pense que c'est peut-être un peu pareil pour toi, c'est pas une forme de courage, c'est juste, on peut aussi parler de ça, il n'y a pas de problème, quoi. Exactement. Est-ce que tu peux me parler un peu de ton schéma familial ? Oui, bien sûr. Je suis fille unique et mes parents sont toujours ensemble. Ok. Donc, ils sont ensemble. On a fêté leurs 40 ans de mariage il y a un an. Ok. Ça se passe bien ? Ça se passe très bien. Je m'entends très bien avec eux. J'ai vraiment une chance immense de les avoir. Ce sont des soutiens incroyables. Ils sont très sympas, très gentils, très drôles. Ils m'ont transmis des valeurs hyper importantes. Comme quoi ? Comme être ouverte d'esprit, être ouverte aux autres, s'adapter aux situations et être intègre et altruiste. Donc je pense que c'est quand même des bonnes bases. Ouais. Et tu t'entends bien avec eux ? Ouais, vraiment. Trop bien. C'est rare. Hein. Franchement, j'ai l'impression. J'entends beaucoup plus de gens, que ce soit ici ou même dans l'intimité, quoi. Avec mes potes et tout, c'est souvent genre, ah putain, ma daronne, mon daron, c'est compliqué, là. Donc c'est cool, c'est bien. Je suis très fière d'eux. J'espère qu'ils le sont un peu de moi, mais je pense qu'ils le sont un peu. Oh, j'espère aussi, je pense. Est-ce que t'as toujours voulu devenir mère ? Je crois, sauf peut-être à 2 ou 3 moments à l'adolescence ou jeune adulte, tout est en mode non mais putain, moi je suis complètement au-dessus de ça. Mais en vrai, dès que j'ai un peu réfléchi au sujet, pour moi c'était évident, j'avais ce besoin cette envie de transmettre et puis un peu ce feu dans le ventre, ce truc de vouloir porter. Bien sûr, être mère, ce n'est pas. Enfin, on peut être mère d'un enfant qu'on n'a pas porté dans son ventre, mais moi, j'ai cette envie-là. Ouais, c'est quelque chose. Et tu sais quand est-ce que ça arrivé ? Vraiment, parce que en effet, je suis d'accord avec toi. Il y a des moments dans l'adolescence. Ah grave. Oh non, pas du tout. Ah quoi ? Oh ouais, grave. 8 enfants. Non, j'en veux 0. Enfin, il y a un peu toutes ces pensées qu'on peut avoir. Mais est-ce que tu te rappelles un moment où tu t'es dit j'ai vraiment envie de devenir mère et à quel moment cette envie elle est née ? En fait, quand j'avais 25 ans, je me suis mise en couple avec un homme et j'ai compris très rapidement que ça allait être sérieux, lui et moi. Et donc, je lui ai d'emblée posé la question, genre avant qu'on se foute un peu dans la merde. Avant qu'on se mette un peu en difficulté à trop se lancer dans une relation, je préfère te prévenir que moi, je veux des enfants. Je sais pas si toi, t'en veux. Tu lui as dit encore tôt ? Ou pas. Ah oui, très tôt. Vraiment très tôt. Et il m'a dit qu'il en souhaitait aussi, donc avec moi. Donc, c'était super. Mais donc, oui, j'en voulais pas dans l'immédiat à ce moment-là. C'était pour moi encore jeune par rapport à ma carrière et où j'en étais dans ma vie et dans mon couple. Mais en tout cas, c'est le moment où j'ai vraiment eu la sensation de prendre conscience de ce désir d'être mère. Et au final, parce que tu avais envie de devenir mère avec lui ou tu avais envie de quoi qu'il devenir mère ? Quoi qu'il ? Ouais, même dans ce couple, t'étais déjà dans un truc de, en fait, c'est pas tant lui qui me donne l'envie d'être mère, c'est je sais que j'ai envie. Oui, c'est ça. Ok, ouais. Et en fait, je voulais m'assurer qu'on était en accord là-dessus avant d'être ensemble, quoi. Ouais. Ok, oui. Tu vois ? Ouais, c'était vraiment ton envie de base, quoi. Oui, donc au final, ça arrivait assez tôt. Ouais. Avant même cette histoire-là, quand t'étais ado, t'avais déjà cette envie. Je pense que ça a mûri dans ma tête jusqu'à ce que je me rende compte que c'était important au moment de le dire pour la vraie première relation amoureuse. Ok. Comment justement tu t'es projetée la première fois dans une famille qui n'était pas forcément traditionnelle, avec des grands guillemets ? Comment tu t'es projetée là-dedans ? Alors, je pense que de base, cette relation-là n'aurait pas... ça aurait été une famille recomposée, parce que mon ex avait déjà des enfants. Donc, en fait, il y avait déjà ce truc de... C'est pas une famille traditionnelle dans le sens... c'est pas donc quelque chose de super traditionnel dans lequel je me projetais. Alors, du coup, t'étais la belle-mère ? Ouais. Ok. Ils avaient quel âge ? Au tout début, 13 et 8 ans. Ok. C'est une responsabilité. Ouais. Et j'étais jeune, donc... T'avais quel âge ? J'avais 25 ans. Ouais. Donc, avec le recul, je me dis que j'ai un peu manqué de maturité à plein de niveaux. Et j'aurais fait les choses différemment, évidemment, si j'avais été un peu plus mûre d'esprit. Mais en même temps, c'est super. Tu vois, en voyant la personne avec qui t'es être parent, tu te rends compte vraiment de la responsabilité que c'est et des joies intenses que c'est, quoi.
Et est-ce que ça t'a donné encore plus envie de devenir mère en t'occupant de ces enfants-là, même si c'était pas les tiens, tu vois, mais est-ce que ça n'a fait que renforcer l'envie? Ce qui a renforcé l'envie, c'est vraiment de voir la personne que j'aimais aimer ses enfants. Ouais. Et l'amour réciproque et inconditionnel. Et je trouvais ça très beau et très fort. Ouais. Donc en fait, ça a concrétisé mon envie de devenir maman un jour. Ok. Et après, cette histoire, elle a duré combien de temps? 4 ans. Ok, que j'ai vu sur Internet. Enfin, si c'est celle-là. Oui, c'est celle-ci, je pense. Oui, donc je voyais un peu. Et donc, cette histoire a duré 4 ans. Et après, tu t'es mis avec ta conjointe juste après? Oh là, non, pas juste après. Ah. Comment vous êtes mis ensemble? Comment vous êtes rencontrés? Alors, on s'est rencontrés parce qu'on travaillait dans le même magazine quand on était très jeunes. Quand on avait respectivement 25 et 27 ans. Ouais. Oui, ça s'est terminé quand j'avais 25 ans, en tout cas là-bas. Et on était collègues et j'avais, à un moment, j'avais un petit crush sur elle. Ok. Je crois que j'avais 23, 24 ans. Et on travaillait en face, en fait. On avait les bureaux en face l'une de l'autre. Et souvent, je relevais la tête vers elle et je disais, je trouve un peu jolie quand même. Mais t'étais déjà avec ton mec? Non, pas encore. Non, ok. Non, c'était entre deux, quoi. Okay. Entre deux relations. Et donc, un jour, je lui ai proposé d'aller boire un verre, juste elle et moi. Et comme on allait souvent boire des verres entre collègues, elle n'a pas compris que c'était oui, c'est pas limpide. C'était pas non, mais j'avoue, avec le recul, j'avoue. Mais c'est vrai que j'aime bien parfois lui reprocher. Ok. Pour la fâcher. Et donc, elle m'a dit non, mais j'ai pas le temps là, parce qu'elle était super stressée à cause d'un article à écrire. Et j'ai été hyper vexée. Et par contre, là, en fait, moi, je savais depuis assez longtemps que j'étais attirée par les hommes et les femmes, que j'étais bisexuelle ou pansexuelle. Et donc, je savais que c'était une possibilité pour moi d'avoir des relations avec des femmes. Mais t'avais jamais expérimenté ça? Pas tellement. Ok. Vite fait. Ouais. Et à partir de ce moment-là, sur Tinder, j'ai mis les filles à rencontrer autour de moi. Et donc, c'est ça qui m'a permis vraiment d'explorer cette part-là de mon orientation sexuelle et d'avoir mes premières histoires avec des femmes. Okay. Et donc, c'est elle qui m'a donné le déclic, finalement, d'aller vers les femmes aussi. Et on s'est perdu de vue pendant 6-7 ans. Ah oui? Ouais, quand même. D'accord. Et environ 1 an après ma rupture avec mon ex, on a repris contact. Et on s'est vus et on est devenus amis. Ok. Et là, ça a pris 2 ans à peu près pour qu'on se mette en couple. Mais pendant ces 2 ans, toi, t'étais un peu in love ou c'était vraiment J'étais grave in love. Ah oui, d'accord. Ah oui. Tu lui faisais des petits appels du pied? Complètement. Elle les voyait pas? Non. Bah, con. Mais elle m'en faisait aussi. Ah oui, d'accord. Et tu ne les voyais pas non plus? Et je les voyais pas. D'accord. C'est-à-dire que vraiment... Et parfois, j'imaginais des appels du pied alors que c'était pas des appels du pied. Okay. On en a parlé après, évidemment. Puis il y a des trucs évidents, genre moi je vis à Lille, elle est venue vivre à Lille. Oui. Je n'ai pas... Moi je me suis juste dit, elle aime bien la ville, quoi. Oui, d'accord. N'importe quoi. Ok. Mais c'est grâce à moi qu'on est ensemble. Bien sûr. C'est pas grâce à elle. Non. Qui t'a fait des appels du pied. C'est moi qui ai fait l'appel du pied qui a fait que... Ah d'accord, oui, c'est à l'initiative du truc. Ok. Donc vous avez mis 2 ans pour vous mettre ensemble. À peu près, ouais. Vous vous mettez ensemble. Et à quel moment vous avez abordé la question des enfants? Est-ce que ça s'est fait vite ou pas du tout? Hyper vite, ouais. Ouais. Oui, parce que moi, Oui, enfin, tu le dis, quoi. Ouais, non, mais c'est clair. Déjà, à 25 ans, je l'avais dit, alors à 31 ans, bon, je perds pas mon temps, quoi. Ok. Et justement, comme en fait, pendant 2 ans, on s'était beaucoup côtoyés, on avait enrichi notre relation amicale, et on se testait, en fait, finalement, sur plein de choses. C'est-à-dire moi, par exemple, je disais, et toi, par rapport aux enfants, parce qu'il me semble une fois t'avoir entendu dire que t'en voulais pas, etc. Et elle me disait, non, c'est pas que j'en veux pas, c'est que je veux pas les porter. Mais élever des enfants, oui, carrément. Et, enfin, bon, bref. Okay. Sur plein de sujets comme ça, ou vivre ensemble, ou tout ça. Tu t'imagines vivre avec la personne avec qui t'es, parce que moi, pour moi, c'était important. Enfin, bref, en gros, je vérifiais que le crush pouvait mener à quelque chose. Ok. Et alors? Ah le crush, oui, non, mais ça collait surtout, quoi. Ouais. Et donc, quand vous abordez justement la notion de faire des enfants, qu'est-ce qui se dit alors, du coup, entre vous? Il se dit qu'on va trouver une solution pour le faire. Ouais. À ce moment-là, on est en CDI toutes les deux, on a un petit peu d'économie, on prévoit d'acheter assez rapidement une maison ou un appartement pour dire de se mettre à l'abri, entre guillemets. Ouais. C'est quoi rapidement? 1 an. Ouais. Oui, 1 an. Ouais. Mais bon, on commence à chercher au bout de 3 mois, quoi. Ouais. Oui. Oui, mais en même temps, et ça faisait tellement longtemps qu'on se connaissait. Moi, j'avais un crush depuis 10 ans. Exactement. Avec une pause au milieu. Mais... Oui, non, mais je comprends. Ouais. Donc ouais, c'est allé assez rapidement. Ok. Mais on se dit, on a le temps. On était très optimistes sur ma fertilité. Enfin, on se posait pas de questions, quoi. Il y a ce truc quand t'as
31, 32 ans, ou en tout cas, moi, je me disais, j'ai le temps, en fait. Oui. Profitons de C'est vrai, ces premières années ensemble. Oui. Mais c'est vrai que souvent, on voit ce truc de « Oh, mais faire des enfants, ça va, on n'est pas speed, on a le temps, etc. » Et je pense qu'on se rend pas compte, souvent, du temps que ça peut prendre. Tu vois, parce que souvent, ça prend quand même un peu de temps, en vrai. Exactement. Hors PMA, d'ailleurs, même, ça peut prendre du temps. Et qu'est-ce que ça signifiait, justement, pour vous d'avoir des enfants? Parce que pourquoi elle veut des enfants? Pourquoi toi, t'en veux? Parce que t'as dit la transmission, mais pourquoi c'est important pour toi? Eh ben, c'est hyper difficile à expliquer. C'est comme expliquer pourquoi mon plat préféré, c'est les coquillettes. Tu vois, je suis pas en train de comparer des enfants à des coquillettes, attention. Tu as le droit, Sophie, on va pas te juger. Mais c'est quelque chose que je ressens. C'est important parce que je crois que je me suis assez peu imaginée sans. Parce que j'ai toujours pensé que c'était possible. Et j'ai envie de... Je pense que c'est un job qui me conviendrait pas mal. Je pense que je serais une bonne mère. Si un jour j'arrive à l'être, mais je veux pas spoiler la suite de l'épisode. Et Clémence, pourquoi elle veut devenir mère? Ah, c'est une bonne question. Je crois qu'elle a déjà répondu à cette question. Je pense que pour elle, c'est moins une nécessité que pour moi. Mais je pense qu'avec moi, elle est partante pour cette aventure. Parce que, en plus, on a une relation hyper saine, hyper équilibrée, on sait qu'on est une super équipe, quoi. Ouais. Donc, il y a un côté où on n'a pas peur d'être submergé de travail, de maternel, de charge mentale, etc. On communique tellement, on a tellement une relation saine, qu'en fait, ajouter des enfants à ça... Oui, ça vous fait pas peur du tout, quoi. Ouais, non, pas du tout. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble, là? 5 ans. Ok. J'ai réfléchi un peu trop longtemps. On va pas te juger, Sophie, ça va. Déjà, on a compris que c'était grâce à toi que vous êtes ensemble. Exactement, T'as le c'est droit grâce à d'avoir un moi. petit doute sur le nombre d'années. À quel moment vous êtes lancée concrètement? Donc, on a acheté la maison au bout d'1 an. Ça fait depuis 2020 que vous êtes ensemble? 2021. 2021, ok. Ouais. On a acheté en 2022 et on a pris un premier rendez-vous avec une gynécologue, mais pas une gynécologue spécialisée en PMA, dans la foulée. Printemps-été 2022. Ok. Entre-temps, la loi acceptait que les couples de femmes et les femmes seules puissent accéder à la PMA. Ça n'était pas le cas au tout début de notre relation, puisqu'on s'est mis ensemble au printemps et en fait, ça a été à l'été. Et qu'est-ce que vous vous êtes dit avant que cette loi soit mise en place? Est-ce que vous aviez projeté un truc en vous disant, bon, ok, on peut pas le faire comme ça, donc on va le faire ailleurs? Oui. Ouais. Oui, on s'était dit qu'on irait à l'étranger. On ne vit pas très loin de la frontière belge. En Belgique, ils font ça depuis 2007, je crois, donc ils sont vraiment rodés. Et donc, on savait que ça allait nous coûter un peu cher, mais on savait aussi que c'était un sujet en cours dans la loi. On savait que ça allait potentiellement arriver à un moment. Enfin, on espérait, quoi. Ouais. Et donc, vous voyez cette gynéco-là. Ok. Environ 1 an plus tard, après la loi qui passe et tout, on voit la gynécologue et qui nous dit, alors, en fait, la liste d'attente pour accéder aux dons est très très longue, parce que nous, on a besoin d'un don de gamètes, donc en l'occurrence de sperme. On a besoin de spermatozoïdes pour pouvoir faire nos enfants. Et quand la procréation médicalement assistée a été ouverte aux couples de femmes et aux femmes seules, donc il y a eu beaucoup de personnes qui se sont inscrites pour bénéficier de dons, pour faire leur bébé, mais il y a eu très peu de donneurs en plus. Donc frustrant, forcément. Et donc l'attente est extrêmement longue. Genre? Là, à ce moment-là, c'était 1 an et demi. Elle nous parle d'1 an et demi pour accéder à l'insémination artificielle avec donneur. Donc après, ça peut te prendre 3 ans. Enfin. Ouais. Ah ouais, putain, c'est si long que ça. C'est hyper long. Et donc, ça vous a démoralisé? Bah oui, quand même. Mais elle nous a dit, en vrai, il y a toujours l'option d'aller à l'étranger. Vous inscrivez même pas sur la liste en France. Enfin, elle nous parle même pas de s'inscrire sur la liste en France. Elle dit, allez en Belgique. Il y a des super bonnes cliniques, elle nous en conseille quelques-unes. Et j'ai une question très con, mais on a le droit de faire ça? Oui. On a le droit, c'est légal d'aller dans un autre pays? Ok. Oui, complètement. Ok. Ça coûte cher, mais c'est légal. Ça coûte... Ouais. Ça coûte cher. Ah ouais? Ouais. Genre? Une insémination artificielle avec donneur, en Belgique, à chaque fois, on en avait pour 1 500 €. Oh, waouh! Et les FIV, c'est autour de 8 000. Mais en France? Bah en France, non, c'est... Non, c'est pris en charge. C'est pris en charge. Ah ouais, putain, c'est si cher. Mais c'est quand même pas mal d'être inscrite sur les listes. Ouais, bien sûr. Donc on s'est pas renseigné plus que ça par rapport à l'inscription sur la liste, parce que la gynécologue nous a dit, en vrai, ça peut aller très vite. Oui. En Belgique, je crois que c'est 4 mois maximum l'attente. Donc vous n'êtes pas inscrite en France? Non, on s'est pas inscrite en France à ce moment-là. Ok.
Et on va en Belgique et 4 mois plus tard, enfin, on prend vraiment le temps de s'inscrire parce qu'on se dit, bah attends, parce que la gynécologue nous dit, en vrai, si vous vous inscrivez maintenant, à la fin de l'année, vous pouvez être enceinte, quoi. Là, on se dit, oh ouais, bah attends, bien sûr. Bah oui. on va prendre le temps parce qu'il y a quand même les fêtes. Moi, j'ai envie de manger des huîtres et du saumon fumé. On attend un petit peu, quoi. Donc, on prend rendez-vous pour janvier 2023. Ok, donc vous avez attendu. On a attendu. Combien de temps? Voilà, c'était 6 mois environ. Ouais, c'est ça. Ok. Et ensuite, en janvier, donc on a le premier rendez-vous. En Belgique? En Belgique. Ok. Et là, on nous dit, là, il y a environ 3-4 mois d'attente. Ok, trop bien. Donc, on essaie au printemps. Et je suis hyper optimiste. Donc, je découvre la stimulation ovarienne parce que le but, c'est de faire des follicules matures, surtout un, pour qu'ils fassent un super ovocyte. Et qu'au moment où on déclenche mon ovulation, on me fasse l'insémination de sperme 36 heures plus tard. Attends, faut que tu m'expliques parce que moi, je suis perdue. Je me rends compte que c'est hyper technique. Je connais un peu, mais ouais. Donc, disons que, mettons, le 1er avril, premier jour de règles. Oui. Là, je commence un traitement qui stimule mes ovaires. D'accord. Pour que mes ovaires fassent 1 ou 2 super follicules. Et les follicules, en fait, c'est des petits sacs. J'espère que je dis pas n'importe quoi. Sinon, les gynécologues de France vont vouloir, mais c'est pas grave. C'est pas grave, finalement. Qu'est-ce que c'est le cyberharcèlement? Bon. Non, mais ok, donc c'est les follicules des petits sacs. Alors, les follicules, c'est des petits sacs et dedans, il y a les ovocytes. Ok. Tous les follicules ne contiennent pas d'ovocytes. D'accord. Mais il y en a qui contiennent des ovocytes. D'accord, je savais pas ça. Et donc, l'idée, c'est de faire en sorte que cette stimulation pour avoir des beaux ovocytes dans mes beaux follicules. Comment ça se passe, cette stimulation? C'est des piqûres, c'est des médicaments? C'est quoi? Moi, le premier essai, c'est des médicaments et une piqûre, justement, 36 heures avant l'insémination. D'accord. On me pique dans le ventre. Ouais. Et là, ça déclenche l'ovulation, justement, entre les 24 et les 36 heures. Sachant que l'ovocyte, il est bon pendant 24 à 48 heures dans le corps. Ah ouais, d'accord. Après, il s'éteint, quoi. S'il n'est pas fécondé, ciao, bye. Il développe le corps jaune et puis ça met la machine en marche pour les règles et tout ça. Est-ce que quand tu reçois cette stimulation, tu sens quelque chose dans ton corps? Ah oui, bien sûr. Ah oui. Genre, oui. Ça te fait quoi? En fait, cette stimulation-là, elle imite un peu les symptômes de la grossesse. D'accord. Donc, je le ressens pas tout de suite. Mais donc, je fais la stimulation, je vais me faire inséminer. Donc, on me met une pipette de sperme d'un donneur dans moi, quoi. Dans la touche, finalement. Dans la touche. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de... J'essaie de trouver un terme un peu plus scientifique, mais... Oui, tu peux. Oui, je peux. Dans le vagin. Mais c'est moins drôle. Dans l'utérus. Oui, parce qu'en fait, on passe, on passe par le vagin, on passe le col de l'utérus avec un cathéter. Ah, waouh. Et là, je pouite. Ah oui. C'est le... Non mais on l'a. Vraiment, on a le... C'est le mot. C'est encore mieux qu'un bruitage. Ok. Et donc après, tu as 2 semaines d'attente pendant lesquelles tu n'as pas le droit de faire de test de grossesse parce que, en fait, ça ne sert à rien d'en faire si tôt, quoi. Ah oui, bah oui, le temps que ça prenne, etc. Ouais. Et donc, pendant 2 semaines, tu as tous les symptômes. Les envies de vomir, les nausées... les seins qui gonflent, les douleurs dans le bas-ventre, qui ressemblent pas vraiment à des douleurs de règles, mais un peu quand même, mais en plus léger et tout ça. Et vraiment, et un peu d'acné et tout. Vraiment, j'ai tous les symptômes. Et du coup, t'es contente? Ah mais ouais, mais moi je suis sûre. Oui, d'accord. Je suis sûre et je fais des blagues en disant je m'inquiète un peu parce qu'ils ont vu qu'en fait au moment de l'échographie juste avant l'insémination, il y avait 2 follicules matures, donc peut-être qu'en fait je vais faire des jumeaux, mais sachant qu'en plus ça peut faire des jumeaux monozygotes, donc ça se trouve je vais avoir des quadruplés et tout. Enfin, vraiment. Oui, d'accord. Ouais. Mais l'optimisme en étendard, quoi. Ok. Et 2 semaines plus tard, donc je fais un test par prise de sang. Et toute la journée, j'attends. Et vers 19h, on s'est servi une bière sans alcool avec Clémence. On attend, on est dans tous nos états. Et là, à 19h, la clinique appelle et le résultat est négatif. Et vous êtes tombé de 1000 étages? Mais ouais, complètement. Ah ouais, vraiment, vous étiez vraiment persuadée que c'était bon, quoi. J'étais sûre. J'étais vraiment sûre. Ce premier essai, j'étais sûre. Oui, j'ai vraiment eu l'impression de m'effondrer. Bref, vraiment pas bien, quoi. Donc ça, c'était triste. Et Clémence aussi? Ouais. Alors elle avait pas les effets dans le corps,
mais elle les voyait sur moi. Oui. Puis parfois, elle me regardait, elle disait non, mais ta poitrine, pardon. Mais Ah ouais, mais en 2 semaines? Mais oui, C'est ouf ça. c'est fou, hein. Le labo vous dit que c'est négatif. Et du coup, c'est quoi votre réflexion? On se remet sur la liste et, Ok, et on y va, retourne, quoi, quoi. on y retourne. Et on y retourne. Oui, il n'y a pas de moment de doute de Non. attends, mais j'ai vécu ça, mais je sais pas si j'ai envie de le revivre. Il n'y a pas tous ces moments-là. Non. Le docteur belge nous a expliqué que c'était en gros même un couple hétéro de 20 ans en plein pic de fertilité qui a un rapport sexuel pile pendant l'ovulation, c'est une chance sur 4. Et ouais, ah ouais. Donc tu penses bien que moi, à 32 ans, 33 ans, oui, toutes les conditions sont réunies, mais on est quand même sur... Et ton taux d'ovocyte était bon? Oui. Bah après, mon bilan de fertilité est pas dingo, quoi. D'accord. Mais, en fait, tu le savais pas? Je le savais pas. Enfin, ils ont fait faire des tests quand même au tout début. Ok, avant et tu qu'on savais lance. déjà que ton taux de fertilité était pas dingo, comme tu dis. Ouais, mais en même temps, ça veut pas forcément dire grand-chose. Tu sais, il suffit d'un ovocyte, quoi. Ouais, clairement. Et en plus, il y a plein de choses qu'on ignore autour de la fertilité. Par exemple, on parle beaucoup de l'horloge biologique féminine, mais on parle pas du tout de celle, tu sais, les spermatozoïdes, en fait, eux aussi, ils sont moins nombreux, ils sont moins vifs, ils sont de moins bonne qualité au fur et à mesure de l'âge, quoi. Mais on met un peu tout sur le corps. En effet. Ouais. Comment vous le vivez, du coup, cette première tentative de PMA? Est-ce que vous vous dites, bon, en fait, on est armé, on y va, on y retourne? Ou est-ce que c'était, parce que tu as un peu répondu, mais est-ce que c'est lourd à vivre? Je parle pas forcément de la réponse, hein, tu vois, mais de tout le parcours. Parce qu'au final, à chaque PMA, je te pose 12 milliards de questions en même temps, c'est le même protocole à chaque fois? Non, justement, ils adaptent. Ah. Selon la réaction du corps, parce que chaque corps est unique et chaque corps ne réagit pas exactement de la même façon qu'un autre. Donc, je crois que le second essai est un petit peu plus chargé médicalement. Il me semble que j'ai un peu plus de piqûres. Parce que là, t'avais qu'une piqûre dans le ventre, la première. J'ai eu une piqûre, donc 36 heures avant l'insémination, et une autre une semaine après pour booster l'endomètre, ou je sais pas trop quoi. C'est une piqûre de quoi, précisément? Ça s'appelle l'Ovitrel. Ok. C'est pour stimuler tes ovaires. Alors, à la base, c'est utilisé pour déclencher l'ovulation. D'accord. Pour une raison que j'ignore, le docteur a voulu que j'en fasse une autre, parce que je pense que ça agit sur la progestérone, et la progestérone, c'est... En gros, ça fait en sorte que ton utérus, donc l'Ovitrel, fait en sorte que ton utérus soit comme un petit cocon. D'accord. C'est comme si tu rajoutais des petits coussins sur un canapé, quoi. Ok. Que ce soit cocooning, quoi. Ouais. Ok. C'est higueux. Et donc là, la deuxième fois, il charge un peu plus. Ouais. Et alors, mais est-ce que juste le processus, il est le même? C'est, tu prends des médicaments, t'as des piqûres et le chpouic. Ouais. Oui, c'est la à même chaque chose. fois ça. Ça, c'est, parce que ça, c'est l'insémination artificielle avec donneur. Ok. Moi, le docteur m'avait prévenu que, compte tenu de mes résultats, les résultats de mon bilan sanguin, de mon âge et de plein d'autres facteurs, j'aurais 2 essais en insémination artificielle avec donneur, donc une stimulation ovarienne et le chpouic. Et si ça ne marchait pas, on allait passer en FIV. D'accord. Donc là, le deuxième essai, il est un peu plus chargé aussi émotionnellement, parce que déjà, je sais à quoi ça ressemble, la déception de l'appel qui te dit « vous n'êtes pas enceinte ». Et en plus, parce que je me dis, si ça marche pas, la FIV, c'est quand même vachement plus médicalisé, et j'avais un peu peur de plein de choses, quoi. Ok. Et effectivement, ça ne marche pas. Donc, t'as les mêmes symptômes? Oui, mais du coup, je fais un peu moins gaffe aux symptômes. Ouais. Ah, parce que t'y crois pas? Je pense que là, je commence à mettre en place un système de défense, un mécanisme de défense que je ne conseille pas forcément, qui est mais c'est aussi ma personnalité qui est comme ça, je m'attends au pire, mais j'espère vraiment le meilleur, tu vois. Oh, ouais, mais tu vois, en même temps. Très bien. Et ça fait une sorte de paradoxe interne. Danse, de danse hyper désagréable qui font un peu la nausée. Et donc, j'y crois beaucoup moins. En fait, j'alterne, quoi. T'y crois beaucoup moins, mais t'y crois beaucoup plus aussi. Mais ouais, quoi. c'est ça. Y a un truc de je me dis, à aucun moment, ça peut pas marcher. Mais en fait, je me dis, à aucun moment, ça peut marcher. Mais en même temps, et en même temps, j'y crois à fond et j'y crois plus. Je ne sais plus comment je m'appelle à ce moment-là. Mais ça se comprend complètement. Hein. Et donc, on comprend alors qu'on passe en FIV. Et la déception, elle est aussi forte que la première fois? Elle est moins vive, mais elle est plus sourde. Ouais. Donc, c'est une autre forme de violence, en fait, émotionnelle.
C'est tout aussi douloureux, mais différemment. C'est plus un... bah, évidemment, en fait. Tu vois. Et tu t'en veux? Je te dis ça parce que j'ai l'impression que j'ai quelques copines quelques couples qui sont passés par là. Et très souvent, mes potes me disaient, je me sens coupable. Et je leur dis, mais c'est pas de votre faute. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même ce truc un peu de flagellation féminin, tu vois, qu'on peut avoir. Est-ce que vous ressentez ça? À ce moment-là, non. Okay. Mais ça, c'est quelque chose que je ressens plus tard. Okay. Avec ce côté, mon corps ne veut pas, en fait. Tu vois, il y a un truc de... pourquoi? Ouais. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que c'est des trucs que j'ai pas gérés? Alors qu'en fait, est-ce que j'ai trop stressé? Est-ce que... non. Non. Enfin, non. Le stress, ma gynécologue spécialisée en PMA me l'a dit plus tard, le stress, c'est vraiment le meilleur moyen de culpabiliser, de se dire que le stress joue à ce point sur un début de grossesse ou sur des velléités de grossesse. Quoi. Donc après ce deuxième essai, vous vous dites, OK, on va faire une FIV. Ouais. Une FIV, c'est une fécondation in vitro. Donc on va te faire une stimulation ovarienne pour faire en sorte que tu fasses le plus d'ovocytes possible. Et ensuite, sous anesthésie locale ou générale, on vient te faire la ponction des ovocytes. Donc, on prend une grosse aiguille, enfin, pas moi, puisque moi, je dors dans ce moment-là, c'est mieux. Donc, le médecin prend avec une très grosse aiguille, il vient aspirer les ovocytes. Et ensuite, il les met en contact avec des spermatozoïdes. Et donc, la fécondation se fait in vitro, tu vois, comme dans une boîte de pétri un peu. Je sais pas à quoi ressemble exactement la boîte dans laquelle ils font la fécondation, mais moi, c'est comme ça que je l'imagine. C'est les boîtes de pétri de quand on était en SVT à l'école. Ok. C'est douloureux, la FIV? Moi, j'ai pas du tout trouvé ça douloureux parce que à chaque ponction d'ovocytes que j'ai eue, j'étais endormie généralement, anesthésie générale. C'est toi qui choisis ça? Oui, je pense qu'on peut choisir. Mais en tout cas, là où j'étais, je pouvais choisir et vraiment, je préfère. Ouais. Mais je sais que dans certains hôpitaux, certaines cliniques, il n'y a pas forcément le choix. Et c'est anesthésie locale. J'ai entendu, par exemple... En fait, la ponction des ovocytes, tu sais, c'est la même démarche que les femmes qui font la congélation des ovocytes. Ok. Et donc, j'ai entendu plein de témoignages de femmes qui disaient qu'en fait, ça se faisait sous anesthésie locale et potentiellement, c'est un peu plus douloureux, quoi. Mais Swan l'a fait? Swan Périssi, ouais. Ouais. Je crois que c'est un peu douloureux, ouais, en effet. Il me semble elle a congelé ses ovocytes. Non, elle a donné ses ovocytes, il me semble. Ah, ok, d'accord. Mais c'est la même démarche aussi. Ah, c'est la même chose, ok. Et d'ailleurs, il y a beaucoup plus de dons d'ovocytes. Enfin, il me semble qu'il y a quasiment 2 fois plus de dons d'ovocytes que de dons de spermatozoïdes. Alors que, pardon, mais dons d'ovocytes, c'est quand même potentiellement douloureux. Oui, bah et c'est de la stimulation et tout ça pendant des semaines et des semaines. Dons de spermatozoïdes, c'est moins compliqué, quoi. Bah oui, mais en même temps, qui est surpris, au final. La sororité, en même temps, nous sauvera toutes, mais bon. Bon. Mais c'est pour ça, il faut que les femmes, que ce soit plus les femmes qui motivent leurs compagnons, je pense, à donner leur sperme. Bah oui, c'est ça. Sinon, ils vont pas se rendre compte à quel point c'est important et utile. Ouais. Et donc, vous vous lancez là-dedans. Et alors, comment ça se passe pour toi, pour vous? Est-ce que vous êtes toujours dans cette démarche de c'est toi qui veux le porter? Est-ce que ça s'est posé un moment, cette question? Non. Non, jamais. Jamais vraiment. Parce que c'est vraiment une envie que j'ai, quoi, de porter l'enfant, et c'est vraiment une envie que Clémence n'a pas. Donc... Ouais, ok. Donc, ouais. Et donc, la FIV, donc vous en faites une première. Comment ça se passe? Alors, on me ponctionne 6 ovocytes qui donnent 2 embryons. On m'en transfère 1, et là, ça donne une grossesse. Et là, incroyable. T'as été enceinte? J'ai été enceinte, ouais. Ok. Pendant 3 semaines, 4 semaines. Okay. Bon. Et j'ai fait une fausse couche très précoce au bout de 3 semaines de grossesse, donc 5 semaines d'aménorrhée. Comment vous l'avez vécu, le fait que tu sois enceinte? Mais c'était la folie. Je n'en revenais pas. C'était... vraiment, j'ai vécu ça comme un feu d'artifice, quoi. Le moment où je me souviens de où j'étais quand j'ai reçu l'appel qui me disait « Vous êtes enceinte ». T'étais où? J'étais dans l'escalator pour sortir du métro. Et chaque fois que je prends cet escalator-là, j'y pense, quoi. J'essaie de penser pour cet embryon que j'ai porté vraiment trop peu de temps, mais que j'ai tellement aimé, quoi. Ouais. Et c'était fou. Et je me souviens de ce qu'on a mangé après. Clémence avait fait un bourguignon de seitan. Je me souviens du temps qu'il faisait. Je me souviens je crois, des vêtements que je portais. En tout cas, du manteau et du bonnet que je portais. C'était... je me souviens du jour, je me souviens de l'heure. 18h54, 14 novembre. Et c'était incroyable. C'était vraiment 3 belles semaines que j'ai vécues.
presque 3 semaines. Ouais. C'était quand ça, du coup? C'était en 2023? Fin 2023, ouais. Fin 2023. Et tu fais une fausse couche. Comment ça se passe? Donc je m'en rends compte parce que quelques jours plus tard, il y a la première échographie pour vérifier. En fait, dans le cadre de FIV, ils font beaucoup d'échographies assez tôt. Normalement, il me semble que c'est au bout de 8 semaines d'aménorrhée minimum. Mais c'est déjà un moment où tu peux entendre le battement cardiaque et tout ça. Ouais, je me souviens plus. Ouais. Et là, en fait, c'est beaucoup plus tôt parce qu'ils vérifient que l'embryon ne s'est pas mis dans les trompes. Donc une grossesse extra-utérine. Extra-utérine, voilà, c'est ça. Et donc j'ai une échographie assez rapidement. Et là, le gynécologue ne voit rien. Il voit pas de sac gestationnel, il le trouve pas. Mais il dit, en fait, c'est encore possible à ce moment-là. C'est encore possible qu'en fait, ce soit trop petit, on voit pas et tout ça. Okay. Mais là, évidemment, donc sur la route du retour, je Google, ce que je n'aurais pas dû faire, mais j'aurais dû rester encore dans le flou pendant quelques jours. Et là, je vois qu'en fait, si, normalement, on aurait dû voir. Du coup, je demande à Clémence de m'arrêter à un laboratoire français pour faire une prise de sang et pour voir si mon taux d'hormones de grossesse avait bien continué à bien évoluer, à augmenter. Et qui doit doubler ou tripler. Il doit tripler, doubler ou tripler tous les 2 ou 3 jours. En tout cas, ça augmente très vite, quoi, finalement. Et là où j'aurais dû être, je pense, à 5 000, 10 000, 20 000, j'en sais rien, j'ai la réponse dans l'après-midi que je suis à 188. Et là, fin du monde, quoi. Ça avait chuté considérablement. Donc là, je comprends il se passe ce que je pensais pas qu'il se passerait. Ouais, t'avais pas pensé à ça, cette éventualité-là. Bah, j'y pensais, mais je me disais, mais non, mais c'est bon, c'est beaucoup trop rare, ça va pas m'arriver. Et en fait, c'est pas rare du tout. À ce stade-là de grossesse aussi précoce, en fait, la plupart des gens ne savent pas qu'il y a un bébé, qu'il y a un embryon qui était en train de s'installer, et ça arrive bien plus qu'on ne le croit. On dit une grossesse sur 4. Oui, mais c'est plus. Mais en fait, je pense que c'est plus à ce stade. Moi, je sais que quand j'ai vécu la mienne, en fait, en parlant, mais à toutes mes potes qui souhaitaient avoir un enfant et qui ne souhaitaient pas d'ailleurs, pratiquement toutes, quoi. Donc, je pense que c'est ce qui est recensé en effet de 1 sur 4. En vrai, c'est 1 sur 2. Moi, j'avais fait une vidéo justement où j'avais parlé de ça, mais j'avais eu un nombre de commentaires énorme, quoi. Ouais, c'est fou. Ouais. Et puis c'est fou le up and down. Je sais pas comment vous l'avez vécu, mais nous il y a eu vraiment ce truc de oh waouh. Ouais. C'est vraiment les montagnes russes, quoi. Ah, mais c'est ça. En fait, la douleur, elle est complètement en parallèle. Elle est complètement, tu vois, c'est une symétrie totale avec le bonheur que t'as ressenti, quoi. Complètement. Est-ce que là t'as culpabilisé? J'y ai pensé. Je me suis dit, est-ce que c'est quelque chose que j'ai mal fait? En même temps, je faisais tout bien, j'ai pas bu d'alcool, j'ai mangé les bons aliments, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Mais là, je commence à avoir un truc de... Est-ce qu'en fait, j'ai trop fait la fête dans ma vie, tu vois? Ah oui, d'accord. Parce que je suis pas la dernière pour l'apéro. Je suis ce qu'on appelle une bonne vivante, vraiment dans le cliché, le plus cliché du terme, quoi. Et je me suis dit peut-être que j'ai trop fait la fête, Ouais. Non. Alors que non, mais ça peut pas être ça. Mais parce qu'encore une fois, je parle de cette culpabilité parce que c'est tellement un truc commun, tu vois, de femmes qui traversent cette épreuve-là de putain, mais qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, mais voilà, en fait, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû arrêter ça, là, et c'est un truc. Et en fait, c'est juste le corps qui est bien fait au final, tu vois, Mais sur le moment, il y a un truc en effet qui s'effondre, c'est un truc. Et en plus, pour vous, ça faisait combien de temps? Ça faisait 1 an que vous aviez commencé la démarche là? Oui, ça faisait 1 an. Mais le premier essai en insémination artificielle, c'était en janvier, 7 mois plus tôt. Non, le premier rendez-vous, c'était en janvier. Ah, pardon, ok, essai. D'accord. Ouais, mais quand même. Ouais. Parce que c'est le 3e essai. Exactement. Ouais. Et là, on commence à se dire, ok, 3 essais, ça commence à piquer un peu. On voit, mine de rien, autour de nous, on entend des témoignages de femmes, de couples de femmes seules qui passent par la PMA et pour qui c'est beaucoup plus rapide et même parfois elles sont plus âgées. Et je me dis, mais est-ce que, en fait, peut-être que ça n'arrivera pas, quoi. Donc là, je commence à stresser. Mais il reste un embryon au frais. Oui. Ça se garde combien de temps?
Oh, Ah oui, d'accord. Ah oui, Ça se garde il n'y a très pas de longtemps. date de péremption. Ok. C'est un congélateur plus. Je Ok. sais plus à combien de moins de degrés c'est, mais Ouais. c'est immense. Et on se laisse quand même 2-3 mois le temps de passer les fêtes. Alors vraiment pas le Noël de ma vie, mais passer les fêtes. Ça a joué sur votre couple? Oui, mais pas dans le mauvais sens. Ok. On Ça vous s'est- a soudé encore plus? Là, à ce moment-là, ouais, on s'est vraiment soudés, quoi. Ok. En plus, on sait le danger de la PMA par rapport de la PMA et puis des difficultés à concevoir. On sait le danger que ça peut représenter pour un couple. Et notre couple, c'est vraiment... Oui, c'est ce que tu disais au début, notre c'est qu'il y a trio, un truc de... Oui. Et là, on décide de se faire plaisir. Donc, en plus, je traverse un petit trouble au niveau professionnel à ce moment-là. Et donc, vraiment, on se dit, OK, on va prendre l'hiver un petit peu pour nous. On va à Disney pour faire des attractions, ce que j'aurais pas pu faire si j'avais été enceinte. On fait plein de trucs qui nous font plaisir. On va se faire un karaoké à 2 dans les trucs, boîtes à karaoké et tout ça. Enfin, vraiment, on se recentre. On essaie de lancer notre boîte. Boîte de quoi? Communication et d'accompagnement des entreprises en croissance. Ok. Elle fait quoi, Clémence, dans la vie? Clémence, elle fait plein de choses. Elle a été directrice de communication, elle est consultante en communication aujourd'hui, business développeur en ce moment. Enfin, Ok. voilà, elle fait plein de choses. Autrice aussi, une autrice extraordinaire. D'accord. Et donc Voilà, vous prenez du temps pour vous. On prend vous du temps êtes pas... Ouais, ok. Ouais. Et en février, on refait un essai. 2024? Février 2024, ouais. Ouais. Et là, ça fait une grossesse biochimique. Donc Qu'est-ce que c'est? On va dire que ça s'accroche pas, quoi. Enfin, quand je fais le test d'hormones de grossesse, j'ai un résultat de 17. Donc c'est pas, enfin c'est vraiment, et puis ça n'évolue pas dans le sens. Mais c'est pas une fausse couche. Non, c'est pas, enfin c'est une fausse couche, c'est très précoce, on va dire. Okay. C'est comme. Ok. Donc très douloureux parce que là on se dit ok, faut recommencer, quoi. Là c'était cet embryon qui vous restait. Ouais. Okay. Donc là, on n'a plus d'embryon. Et oui. On doit tout recommencer, donc on refait une FIV, on doit refaire une ponction et tout ça. On s'y remet quasiment direct. Ah ouais. Donc fin mars, je commence la stimulation. Pardon, excuse-moi, je te coupe, oui. C'est toujours en Belgique? C'est toujours en Belgique, là. Ouais. Et là, par contre, on prend rendez-vous avec une gynécologue spécialisée en PMA qui nous accompagne pour qu'on s'inscrive sur la liste en France au cas où. Mais évidemment, je reste quand même optimiste et en même temps full pessimiste. Donc je me dis... Peut-être qu'on n'en aura jamais besoin. On va jamais arriver à la fin de la liste en France. On sait jamais. On sait jamais. Donc on fait cette nouvelle ponction. Là, on récolte 7 ovocytes. Ça donne 3 embryons. On est contente, c'est un de plus que la dernière fois. On me le transfère directement, 3 jours plus tard. On m'en transfère 1. 10 jours plus tard, j'ai mes règles. Okay. Donc là, je suis deg. Ouais. Je fais un test de grossesse, il est urinaire, il est négatif. Du coup, je me dis, est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire le test par prise de sang? Je le fais quand même. Et là, on m'annonce que, en fait, j'ai un résultat positif. C'est très faible, mais c'est positif. Donc, il faut que je refasse un test 3 jours plus tard. Alors que tu as tes règles? Alors que j'ai eu mes règles. Ouais. Et en fait, on me dit, mais ça arrive qu'il y ait des pertes. C'est pas exactement des règles. Mais je vois plein d'histoires, de témoignages de femmes qui ont énormément de pertes et finalement, elles sont enceintes, quoi. Donc, 3 jours plus tard, je refais un test. Et 3 jours plus tard, on est la veille de mon anniversaire. Et là, le test, le résultat, ça a un peu explosé. Okay. On est à 178, quoi. Ouais. Donc, c'est quand même beaucoup plus que ce que j'avais à la base, qui était 40. Donc, je me dis, OK, on est sur un début de grossesse. Et là, Joe l'enflamme. J'y crois à mort. Donc le lendemain, je me réveille, je me dis mais c'est incroyable, quel beau cadeau d'anniversaire, je suis enceinte. Donc évidemment, le soir, on avait prévu d'aller boire des coups avec les copains. Et comme je ne suis pas la dernière pour l'apéro, je bois des bières sans alcool et des tisanes, donc ils sont pas... Ouais, ils captent. Ouais, enfin, je leur mens même pas, je leur dis en fait, on a eu un résultat positif. Ouais. Plot twist, parce qu'ils savaient que j'avais eu mes règles et tout ça. En fait, visiblement, je suis enceinte. Donc c'est la fête, tout ça, trop bien. Enfin, c'est la fête, du coup, pas tant, puisque je peux pas boire. Mais... Oui, on peut faire la fête. Non, c'est vrai. Oui. Maintenant, j'ai appris. Ah oui, moi je fais la fête sans alcool. Mais c'est très bien.
Mais en vrai, oui, mais bien, il faut Mais c'est vrai complètement... qu'on a vachement associé, oui, je suis d'accord avec toi. Ben, en tout cas, à ce stade de ma vie, moi, Ouais. j'associe encore beaucoup ça. Juste à cette période-là, tout le monde est au courant autour de vous, ta famille, sa famille, vos potes. Ouais. C'est pas un truc que vous gardez que pour vous? Non, pas du tout. Ok, c'est bien. C'est bien parce que du coup, il y a aussi le soutien des proches qui est là. Oui, et après, je crois que c'est difficile aussi pour eux de savoir comment soutenir. Oui, ouais. Comment faire quand il y a une bonne nouvelle, mais qu'on voit que l'autre veut pas s'enflammer. Ouais. Comment faire quand il y a une mauvaise nouvelle, on sait jamais quoi dire dans ces cas-là. Tu vois, c'est... À ce moment-là, j'ai lancé un podcast donc, qui s'appelle Attendre d'attendre un enfant. Donc, parfois, je me dis, bon, bah, s'ils écoutent l'épisode, ils voient à peu près comment il faut pas qu'ils réagissent, mais ils savent pas forcément comment il faut réagir. Et donc, j'essaie de donner des pièces, mais en même temps, moi, j'aurais rêvé que ça ne change rien dans mes amitiés, dans mes relations aux autres. Mais évidemment que ça change, puisque de toute manière, la vie fait que les relations... Qu'est-ce qui a changé alors? Ben, je pense que moi, j'ai changé, en fait. Je pense que j'ai une gravité, entre guillemets, que j'avais pas à l'époque. Donc, et du coup, il y a moins de légèreté dans les relations entre nous. Mais je leur reproche rien du tout, évidemment. Mais forcément, j'ai parfois la sensation d'être moins invitée, tu vois, aux apéros, aux trucs, parce que... mais plus pour pas me déranger, pour... Et ça te touche? Ouais, un peu, forcément. Moi, j'aurais voulu que la vie ne change rien et qu'il y ait que du positif en plus tout le temps, mais la vie, c'est pas comme ça. Mais ils sont très, très présents, quoi qu'il arrive. En fait, si je leur demande, ils sont là. Oui. Donc, ça, c'est super. Ouais. Mais t'aurais aimé ne pas demander? Ouais, je sais pas. Je pense que c'est... on peut pas être aussi exigeant que ça avec les autres. Bah oui. Ce serait parfait de pouvoir juste donner un tuto au début d'une relation amoureuse ou amicale et de dire... Au début d'une relation amoureuse, c'est un peu ce que je fais en fait, mais au début d'une relation amicale et de dire alors moi il faut réagir comme ça, comme ça, sachant qu'en fait la vie fait que t'as toujours des besoins différents. Et donc à ce moment-là, du coup tu dis du coup je suis enceinte donc je vais pas boire ni rien. Et alors? Et pendant la soirée je perds du sang et là rebelote et là je me dis quand même je vais essayer de rester positive, mais au fur et à mesure du week-end, je m'effondre un petit peu. En plus, parce que les hormones les hormones chutent, donc forcément, ça joue sur le moral, quoi. Ouais. Oui, et effectivement, le lundi, je refais un test et ça, c'est descendu. Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là? Là, vraiment, je me dis, ok, ça n'arrivera pas. C'est pas possible. Je sais pas ce que j'ai fait dans une autre vie, mais là, je me dis, là, il y a un truc du karma, il y a quelque chose, c'est pas possible d'avoir autant la poisse. Vraiment comprendre le soir de ton anniversaire. Alors qu'en plus, pour moi, mon anniversaire, normalement, je porte une couronne et un slip sur la tête et c'est ma journée, en fait. Ouais. Tu vois. Ouais. Et là, je me dis, mon anniversaire, maintenant, pour toujours, ça me rappellera ça, quoi. Et je me dis, ok, il y a encore des embryons au frais, mais il y a forcément quelque chose qui coince pour qu'on en soit là. En vrai, à ce stade, je peux pas encore savoir. C'est peut-être l'échec le plus difficile à vivre moralement à ce stade-là. Cette fois-ci-là, parce qu'il y a le côté... donc ça aurait dû être la fête, parce qu'il y a le côté... j'y ai vraiment, vraiment cru, et parce que, en fait, je perds du sang pendant 2-3 semaines. Ah ouais? Et pas beaucoup. C'est juste un mince filet. Du coup, tu dois mettre un protège-slip pour protéger. Et à chaque passage aux toilettes, et en plus, j'urine énormément car je bois beaucoup d'eau. Et à chaque passage aux toilettes, c'est comme un post-it qui vient te narguer, quoi. Il y a un truc qui vient te dire t'es pas enceinte. Et peut-être que tu le seras jamais. Et tu vois, il y a un truc comme ça. Et je le vivais comme... c'était hyper douloureux, quoi. C'était quoi ton rapport à ton corps à cette période-là? Ah là, on était un peu en conflit. Hein. Ouais. En plus, tu sais, avec les traitements, j'avais un peu gonflé et je me reconnaissais plus et c'est pas grand-chose. J'avais pris une taille, quoi, en tout. C'est pas grand-chose, mais c'est juste... c'est pas habituel. Et puis, tu le sens dans tes vêtements. Du coup, t'es obligé de refaire un peu ta garde-robe et ça coûte cher. Et déjà que t'as mis, là, à ce stade-là, je pense qu'on était à 15 000 balles de PMA. Donc, vraiment en flemme, quoi. Grosse flemme. Donc, le rapport au corps un petit peu chiffonné, quoi, on va dire. On n'est plus très copains. Et toujours avec Clémence, ça va toujours? Là, on a un petit moment où je comprends pas qu'elle comprenne pas que je sois pas
En fait, j'avais l'impression à ce moment-là qu'elle ne comprend pas à quel point je suis mal, mais parce que j'arrive pas vraiment à l'expliquer, tu vois. Ouais. Donc on a un petit passage un petit peu plus compliqué, mais en même temps, nos passages plus compliqués, je pense qu'on reste quand même très très soudés. Donc... Mais c'est plus un truc de... Oui, ça brouille un peu, quoi. Ouais. Est-ce qu'elle est dans un truc de « allez, let's go, on y va ». Ah, mais bien sûr. Retourne. Toi, pareil ? Ou là, à un moment, tu te dis, en fait, là, on a fait plusieurs essais, ça veut pas, peut-être qu'il faut que je me fasse à l'idée que... Je pense qu'il y a une partie de moi là qui se commence, ou c'est même sûr, il y a une partie de moi qui commence à se dire, mais fais-toi à l'idée, mais en même temps, je lâche rien. Ouais, tu te fais pas à l'idée, quoi. J'arrive pas, à ce moment-là, je commence à rêver de ne pas vouloir d'enfant, tu vois. Ah, ouais. Pour débarrasser de ça. Ouais, c'est dur, ça, ouais. Et sauf qu'en fait, l'envie, elle est toujours là. Et je me dis, ok, il y a des embryons encore au frais, il y en a 2. Parfois, je pense à l'adoption, mais j'ai pas envie que ce soit un plan B. Tu vois, s'il y a un moment un projet d'adoption, j'ai envie que ce soit un plan A. J'ai envie que ce soit un vrai choix, c'est pas un truc par défaut, quoi. Et là, j'ai encore cette envie de porter l'enfant. Et effectivement, je veux pas adopter par défaut parce que les enfants méritent bien plus que ça. Et je pense que si un jour je me lance dans un parcours d'adoption, je serai full 100%. Est-ce que ça peut ne pas marcher parce que les spermatozoïdes ne sont pas de bonne qualité, entre guillemets ? Eh ben oui, exactement. Et ça, c'est à ce moment-là que je l'apprends avec ma gynécologue en France. Donc les embryons, normalement, ils sont de bonne composition puisque les spermatozoïdes, ils sont forcément triés sur le volet. Donc s'il y a un souci, c'est forcément avec mes ovocytes. Et elle me dit non, en fait, c'est pas aussi simple que ça. Et non, le problème peut aussi venir des spermatozoïdes. Donc, il y a des choses qu'on peut ne pas voir, des problèmes qu'on ne peut pas voir au microscope sur les ovocytes, mais il y a aussi des problèmes qu'on ne peut pas voir au microscope sur les spermatozoïdes. Ok. Oui, donc déjà, tu prends ça. Ça doit te soulager un petit peu de dire... Ça soulage un peu. Ouais. Ça te fait quoi ? Enfin, ça vous fait quoi de se dire que c'est un donneur anonyme ? Ouais, vous êtes chill avec ça, c'est pas... Moi, j'ai jamais eu envie que ce soit quelqu'un que je connaissais. Ça allait être ma question, ouais. Parce que, tu vois, si c'est des amis, je me dis, même si ils donnent juste pour la générosité, la beauté du geste, on va dire, il y a forcément un lien différent. Et j'ai pas envie de ça. Et j'ai surtout pas envie que... Parce que moi, si je porte l'enfant, je me dis, il y a forcément le lien de sang, mais est-ce que Clémence se sentirait pas un peu... Enfin, est-ce qu'il n'y aurait pas une troisième personne là-dedans ? Tu vois, en fait, autant si un ami me donne des conseils d'éducation sur mes enfants, je l'entends et je reçois le conseil et c'est super. Autant si c'est le donneur qui me donne un conseil sur l'éducation de l'enfant, je me dirais, attends, est-ce que tu n'es pas en train d'interférer là-dedans, tu vois ? Oui. Sauf si le donneur dit, en fait, moi, je vous donne, mais je serai là si un jour cet enfant a besoin de connecter avec son géniteur, son donneur. Et ça, c'est quelque chose qui de te dire que, en fait, il prendra jamais la place du père. Mais par contre, si un jour cet enfant veut rencontrer le donneur, lui, il est prêt à faire ça. Alors ça me dérange pas si c'est pas quelqu'un qui fait partie de ma vie. Oui, ok. Parce que de base, en fait, mes proches vont faire partie de la vie de l'enfant, si enfant il y a. Mais tu vois, ça me dérange pas de me dire un jour, si c'est un donneur non anonyme, si par exemple c'est le cas en France, ça ne me dérange pas de me dire que mon enfant pourra rencontrer la personne qui a donné le sperme. Ouais. Mais que ce soit quelqu'un qui fait partie de quasiment son quotidien, non, c'est quelqu'un. Et Clémence veut pas non plus. Ouais. Jusqu'à maintenant, c'était que des donneurs anonymes que vous choisissiez ? Non, on n'a rien choisi du tout. Ah non, mais nous, on veut rien choisir. Hein. Ah, mais je croyais que le donneur, c'est toi qui disais, ok, je veux qu'il soit anonyme, je veux pas qu'il soit anonyme. Alors non, en Belgique, on s'est mis sur les règles belges, et peut-être que ça change d'une clinique à l'autre, et que dans certaines cliniques, tu peux avoir accès à un catalogue, entre guillemets, mais pour avoir des informations de base, quoi. Mais nous, non, on n'a rien, on n'a rien du tout. On sait juste que, en fait, ils pratiquent l'appariement, il me semble que c'est ça le terme, et donc ils ont le phénotype de Clémence et mon phénotype à moi, et donc ils cherchent des donneurs, soit qui ont la même couleur d'yeux ou de cheveux de Clémence ou de moi. D'accord, voilà. Ok. Donc après ça, qu'est-ce qui se passe ? Après février, c'est ça, février 2024 ? Non, ça c'est avril. Avril 2024, qu'est-ce qui se passe ?
On refait donc on a encore 2 embryons au frais, donc on décide de m'en transférer un à l'été 2024. Et là, on prévient personne. On se dit, viens, on le tente. Et en fait, je calcule et je me dis, si c'est positif, le moment où je peux l'annoncer de manière tranquille, c'est à peu près au moment des 40 ans de mariage de mes parents. Donc ça ferait un super cadeau et tout ça. Je mets la ferrue avant les bœufs un petit peu quand même. Et là, non seulement c'est négatif, mais en plus, alors qu'on avait demandé un transfert d'embryon et pas 2, le gynécologue belge nous dit en fait, il faut tout recommencer depuis le début. Je fais comment ça? Il nous en reste un. Et il fait non, on a transféré les 2. Mais pourquoi? Aucune idée. Et on n'a pas compris. Et toujours maintenant, vous ne savez pas pourquoi? On ne sait pas pourquoi. Mais ça fait quoi d'en transférer 2? C'est peut-être 2 fois plus de chance. Oui, peut-être que c'est 2 fois plus de chance, mais je sais pas. Mais moi, je me dis, si à ce moment-là, mon corps n'était pas prêt, j'ai l'impression. En fait, moi, à ce moment-là, je me dis, on m'a gâché un embryon, quoi. Tu vois, mais juste pour comprendre, ça sert à quoi qu'on te mette un embryon ou 4 ou 2 ou 6? Est-ce que tu as plus de chances de tomber enceinte? Je pense que dans les faits, tu peux avoir plus de chances de tomber enceinte, mais tu as aussi plus de chances d'avoir des grossesses multiples. D'accord. Et moi, à mon âge, je suis petite et tout. C'est pas ton souhait. Alors, si ça arrive comme ça, ça arrive comme ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que c'est quand même des grossesses à risque. Comme à ce moment-là, j'ai 35 ans. Maintenant, j'en ai 36. On estime que des grossesses multiples, c'est des grossesses à risque à partir c'est plus à risque que des grossesses uniques. Ouais. Donc, on te transfère 2 embryons et on te dit que ça n'a pas marché. Ouais. Et là, j'ai plus rien. T'es en colère ou pas? Ouais. Ouais. Je suis en colère, en plus d'être abattue. Et le gynécologue, directement, au téléphone, nous dit on reprend rendez-vous pour... On est un samedi soir, en plus, ça n'a aucun sens. On reprend rendez-vous pour refaire tout depuis le début. On fait on va se laisser un peu de temps pour réfléchir. Ouais. Et moi, j'ai plus du tout envie d'avoir affaire avec... Avec lui? Ouais. Donc là, c'est septembre? Août-septembre? Là, on est début juillet. Ok. Et on se décide de se tourner plutôt vers l'Espagne. On n'est pas du tout encore sur la liste en France. Parce que, d'accord, oui, j'allais te demander. On n'y est pas. Ok. et donc, on décide de se renseigner par rapport à l'Espagne, qui a des super chiffres. Ok. Mieux que la Belgique, mais c'est beaucoup plus loin, par contre. Ça fait des petites vacances. Oui, ça fait des petites vacances. Et puis, surtout, là où, en Belgique, on faisait tous les examens là-bas, donc on faisait les allers-retours tout le temps, là, on comprend, on tilte qu'en fait, je suis suivie en France et que ma gynécologue en France peut faire les examens et on les envoie en Belgique. Et puis, en fait, j'ai juste à y aller pour la ponction des ovocytes et les transferts. D'accord. Donc, on commence ça en octobre et j'ai ma première ponction des ovocytes en Espagne, dans une clinique super où les gens sont très gentils. Et là, on est soutenu par nos parents parce que vraiment, on est à sec financièrement. Et tout se passe bien. On a 4 embryons. On est trop contente. C'est un de plus à chaque fois, quoi. Ouais. C'est vrai, j'avais pas tilté. Ouais, ça a été 2, puis 3, puis 4. Exact. Eux, pour le coup, ils décident de pas faire le transfert directement. Donc, on se laisse quelques mois et on fait un transfert en février. Ok. 2025. Et là, j'y vais toute seule et tout. Attends, j'ai pas compris. Tu vas faire la ponction? Non, j'ai fait la ponction en octobre, ouais. Ok, et après, vous vous dites en février, on y va? Ouais. Ok. 2025, là? Ouais. Ok. Quelques mois plus tard. Et j'y vais et j'ai un trop bon feeling et je fais juste l'aller-retour sur une journée. Bilan carbone de cet embryon, c'est pas ouf. assez vénère. C'est pas cool. Mais bon. Et je reviens et là, j'ai vraiment la sensation de rentrer avec mon futur enfant, quoi. Ouais. Je suis trop contente, je suis hyper optimiste. Je me dis, je me sens bien accompagnée, le traitement me semble hyper adapté. Et je suis un peu sur une sorte de nuage, même si, tu vois, les pics hormonaux font que j'ai des moments hyper angoissés. Je me dis, c'est la bonne, quoi. Tu le sens? Ouais. Et on fait un test de grossesse, et là, le test est tellement positif. Et en plus, on fait le test de grossesse donc par prise de sang, et on décide de pas attendre, de pas passer la journée à la maison. Donc on part passer la journée à la mer. Donc la mer du Nord, il fait froid, mais c'est trop beau. Il fait trop beau aussi.
Je mange des moules au maroilles, je suis trop contente. Et dans l'après-midi, on a le résultat et on n'en revient pas, quoi. On est sur un résultat positif comme on n'a jamais eu. 3 jours plus tard, ça a plus que doublé. On est vraiment sur un... je me dis, limite, c'est trop, quoi. C'est un résultat trop positif. C'est trop beau pour être vrai. Là, je recommence à avoir l'anxiété qui pointe de son nez. Ouais. Et on a une échographie. On voit le sac gestationnel, on voit l'embryon qui est tout petit. Mais c'est la première fois que je vois un embryon dans mon ventre, en fait. Vous étiez émue ? Ouais, carrément. Ouais. On n'a pas encore le battement cardiaque. Mais la gynéco nous dit, c'est pas grave, à ce stade-là, c'est encore trop tôt. Mais vraiment, elle me dit, Madame Rich, ne vous inquiétez pas, d'accord ? Parce qu'elle commence à me connaître à force. Et donc, j'essaie de pas m'inquiéter. Je dois revenir 10 jours plus tard. Et 10 jours plus tard, et pas de battement cardiaque. Ah ouais, putain. Et ouais, du coup... c'est dur quand même. Et là, c'est curetage, quoi. Là, là, on doit aller... on doit... Soit je prends le médicament pour provoquer l'interruption médicale de grossesse, mais on me dit que c'est très douloureux, que potentiellement ça peut aussi ne pas marcher, qu'il peut y avoir des résidus et que du coup il y aurait quand même le curetage, donc je décide de faire le curetage directement. Je déteste ce mot curetage. Il est horrible ce mot. Hein. Parce qu'en fait on vient gratter quelque chose, non ? C'est pas ça ? Oui, c'est ça. On enlève. Et ça c'est une anesthésie générale, locale, pas du tout ? Moi en tout cas c'est anesthésie générale, ouais. T'en as eu plein en fait. Ouais, peut-être un peu trop. Alors, j'ai adoré celle en Belgique. Je sais pas si c'est peut-être une molécule différente. Ou un dosage, Mais je me réveillais, mais hyper heureuse. Ah ouais. Pleine d'amour, de sororité. Je me disais, j'aimerais que tout le monde ait une ponction des ovocytes aussi simple et aussi magique et tout. Enfin, en Espagne, j'étais un peu plus stressée. Bon, en même temps, c'était la 3e anesthésie générale en peu de temps. Puis alors, là, par contre, le réveil... Le réveil après le curetage, déjà, je m'endors en pleurant parce que je prends conscience que... En fait, je me suis vraiment... évidemment, t'y crois, quoi. Enfin, t'y crois à 100%. Je pense que sinon, on ne le ferait pas, en fait. Et là, je me réveille et je me sens vide. Et en plus, tu sais, il y a ce côté où j'ai envie d'être avec Clémence et j'ai envie, du coup, de me lever, mais je peux pas parce que je suis encore à moitié endormie et je me rendors, mais j'essaie de lutter pour pas me rendormir parce que... je suis en crise d'angoisse, mais en même temps... en fait, c'est comme une paralysie du sommeil horrible. Et donc, juste, si j'ai une question. On peut faire combien de FIV ? Il n'y a pas une donnée de genre, c'est pas plus de 8 ou je sais plus de 5 Je crois qu'en France, on a droit à 4 FIV, mais comme nous, on n'a jamais fait de FIV en France... Ah oui. Mais par rapport à la santé de ton corps et tout, il n'y a pas un maximum... On m'a rien dit. Ok. Moi, tant qu'on me dit rien, j'y vais. Ouais. Mais je pense qu'à un moment donné, il y aura plus de réserve, quoi. Ah ouais. Je sais pas. Ouais. Et je me souviens quand je retrouve Clémence après ce curetage, je la retrouve et on est évidemment très choqués. Et elle a attendu super longtemps dans la chambre toute seule. Et elle met la télé pour me changer les idées. Et là, c'est un téléfilm. Et à un moment, je vois que le personnage féminin se tient le ventre d'un air triste en regardant un château gonflable. Et là, je fais « Oh non !» Et là, évidemment, cette femme est traumatisée par une fausse couche dans le téléfilm. Et là, on éclate de rire, quoi. Mais mais non, mais tu vois, il y a un rire nerveux de... l'univers m'envoie quel genre de message, en fait, tu vois. Et je crois au signe de l'univers. Et là, au bout d'un moment, je me dis, il m'envoie quand même beaucoup de signaux pour que je change de trajectoire, quoi. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est quand même un moment de complicité où, à mon avis, je pense que dans ce cas de figure, il n'y a pas beaucoup de couples qui éclatent de rire ensemble. Ouais, clairement, oui, parce que je pensais que tu allais me dire, on a éclaté en sanglots. Non, vous vous marrez, quoi. Enfin, marrer de stress, peut-être pas, mais d'un truc il faut expulser le truc, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Mais on a plein de moments où on éclate en sanglots ensemble. Il y a pas ça, c'est évidemment. Mais ça, ce moment m'a marqué. Je me suis vraiment dit, c'est pas que ma femme, c'est aussi ma meilleure pote, quoi. Ouais, trop bien. Et après ça, du coup, comment ça se passe ? C'est quoi la suite après ce curetage ? Est-ce que toi, tu dis, allez, stop, je veux plus ? Est-ce que tu te dis rien ? Est-ce qu'elle est dans un truc, on va pas lâcher ? Vous êtes dans quelle énergie ? Moi, c'est à ce moment-là où je prends conscience que ce projet de devenir mère a été au centre de tout depuis des années. Et que il est temps que ça ne soit pas le seul projet.
que j'ai. Et là, je décide de me mettre des objectifs. Donc, je décide de m'entraîner à faire un semi-marathon. Donc, je me mets ça comme objectif. Donc, je décide à la fin de l'été, je suis capable de courir un semi-marathon. Je me suis toujours dit que je voulais le faire. Donc, allez, on s'y met, quoi. Avec Clémence ou toute seule? Non, toute seule. Ouais. Non, ouais, j'ai vraiment. D'ailleurs, je m'inscris pas dans une course officielle. Je veux vraiment que ce soit mon objectif à moi. En fait. C'est ma victoire à moi toute seule. Je veux pas partager. Et je me décide aussi à aller chercher mon rêve numéro 2, qui est de faire une œuvre de fiction. Ok. Et donc, je fais en sorte de recontacter une personne qui m'avait tendu la main quelques mois plus tôt, en lui disant « Ok, maintenant, je suis prête. Et donc voilà, on avance dans ce projet. Je décide aussi de partir marcher 10 jours en Bretagne, solo. C'est ça que j'ai vu passer sur Insta, je crois. Et vraiment, c'est un truc que j'avais jamais fait. Pourquoi t'avais envie de faire ça? Parce que il y a un truc dans le fait de marcher où c'est de la méditation. Ouais. Et j'avais vraiment envie de me prouver que j'étais capable d'être seule, en fait, de dépendre de personne pour monter ma tente, pour aller d'un point A à un point B. Alors, bon, en fait, je dépends quand même d'applications Visorando et compagnie, histoire de pas me perdre, même si j'ai marché en Bretagne, donc il fallait que je longe la mer, en fait. Ouais. Si la mer était à ma droite, c'était OK. Mais et tu marchais combien de kilomètres par jour? Une vingtaine. Ah, waouh! Putain, belle gosse, hein? C'était pas mal, hein? Et en vrai, c'est pas plat, la Bretagne. Je pensais, mais... Tu croyais que c'était plat et en fait, c'est ça le... Bah oui, c'est sportif, finalement. Ouais. Et je m'attendais à me faire plein de potes sur le chemin. Et finalement, non. J'ai vraiment rencontré très peu de randonneurs solo. Ok. Et du coup, c'était full méditatif, quoi. Ouais, ça devait être fort comme expérience de solitude, quoi. C'était pas toujours super. J'ai beaucoup pleuré, mais j'ai aussi beaucoup kiffé. Pourquoi t'as beaucoup pleuré? Parce que t'étais toute seule et face à toi et parce que je me souvenais de tout ce que j'avais vécu ces dernières années et parce que ma meuf me manquait, parce que j'avais envie de voir des gens, quoi. Mais non, c'était un chouette moment. En tout cas, c'est fort quand même. Je veux dire, tu fais un semi-marathon, tu te lances dans un projet de fiction, tu pars marcher toute seule pendant 10 jours. Enfin, c'est pas rien, tu vois, c'est pas des petits projets. C'est trop bien. Et ça m'a fait beaucoup de bien, en fait. Et du coup, je me suis dit, le prochain essai, franchement, c'est le bon. Non, ça n'a pas marché. Pourtant, j'aurais adoré que ça marche. Bon, évidemment, parce que j'aurais adoré que ça marche à chaque fois. Ouais. Mais parce qu'en plus, c'est mes parents qui m'ont emmenée. Donc, il y avait un côté... J'étais trop contente de partager ça avec eux. C'était quand? C'était au début de l'automne. Là? Ouais. Ok. Donc, hyper récent. Ouais. Et début de l'automne 2025, ouais. Et ça n'a pas marché tout de suite? Ça n'a pas pris du tout. Il te restait encore des embryons, là, ou c'était... Là, il m'en reste 2, quoi. Il t'en reste 2 actuellement? Ils sont tranquillement en Espagne. Ok. Donc, on espère que l'un d'entre eux sera mon enfant, ou peut-être que les 2 seront mes enfants. Mais là, je commence à me poser des questions sur... Il y a peut-être un souci autre que ça. Et je pense qu'il y a 2-3 bilans à faire en plus, quoi. Même si je pensais qu'ils avaient tous été faits, mais peut-être pas. Alors, je sais pas si tu le sais, mais dans le podcast, il y a une question sélectionnée sur Instagram qui s'invite. Ouais. Donc, si vous étiez là, vous diriez quoi à Sophie? Il y a Jojo the Crumb, j'aime bien ce pseudo, j'adore, qui te demande, quid de l'argent? En clair, ça coûte combien? Est-ce que tu arriverais maintenant à dire, parce que tu avais dit 15 000 tout à l'heure, mais il y en a eu quoi, 2-3 autres après, depuis? Ouais, je pense qu'on est autour de 30 000. 30 000 balles. Ça pique. Ah ouais, de ouf. Ça pique parce que, là, en plus, dans cette économie, c'est compliqué. Donc, c'est vraiment... là, on travaille on est sur des semaines de 70 heures de travail chacune pour essayer de se refaire une santé financière. Cette semaine, en plus, j'ai reçu les impôts... j'avais mal rempli une case et du coup, j'ai 3 000 balles à payer en plus. Ah ouais, putain. Que ce soit en Belgique, en Espagne ou peu importe, le prix est le même à chaque fois? Non, en Espagne, je crois que c'est un petit peu plus cher. Quoique, en fait, le truc, c'est que en Belgique, en tout cas dans la clinique dans laquelle on était, on n'avait pas vraiment de transparence. Ok. Donc, sur le coup, on payait, mettons, 3 000 € pour la FIV. Ouais. Sauf que après, parfois, ils mettaient
il y avait un médicament à prendre et puis c'était tellement une galère d'aller le chercher en France, d'aller demander à une gynécologue en France l'ordonnance et il le fallait maintenant le médicament. Donc on prenait le médicament et en fait après on nous annonçait que c'était 500 balles. Et... putain. Ouais. Donc voilà. Donc c'est... En tout cas, ça peut un peu changer selon les pays. Il y en a que ça coûte plus cher, etc. Que d'autres. Il y a aussi un truc que j'ignorais. Je l'ai su pour l'Espagne, donc j'ai pu le faire. C'est que si tu prouves que tu vas à l'étranger parce que tu n'as pas forcément le temps d'attendre en France, parce que ta réserve ovarienne n'est pas optimale ou tout ça, en discutant avec un ou une gynécologue en France, on peut avoir des informations pour établir un dossier pour demander un remboursement partiel de sa FIV ou de sa PMA à l'étranger. C'est pas un remboursement total, loin de là, c'est pas énorme, et puis c'est pas sûr que ce qu'ils vont accepter, mais voilà, on doit envoyer un bilan médical et l'assurance maladie peut rembourser une partie. Quoi. Et donc en France, du coup, c'est pris en charge à 100%, enfin 4 sont pris en charge à 100%. Ouais. C'est ça. Ouais, je crois que c'est ça. Et au-delà, après tu peux le faire, mais c'est payant. Je suis pas sûre de ça. Donc je préfère pas dire oui, on peut. Bon, en tout cas, pour revenir à vous, parce que là, donc ça c'était à l'automne, là. Ouais. Vous en êtes où, là, dans vos réflexions, dans vos envies, vos non-envies? Alors, il y a plusieurs choses. Peut-être qu'il y a un examen supplémentaire à faire. Oui, c'est ce que tu disais avant, c'est qu'au-delà de... Enfin, on a parlé de l'argent, mais juste avant, tu disais, je pense qu'il faut aller chercher, il faut aller un peu investiguer. Mais peut-être pas, en fait. Hein. Peut-être que c'est un truc à gérer, je sais pas, dans la... Comment on appelle ça, les trucs générationnels? Ça se trouve, c'est un truc comme ça. Ouais. Je sais pas. Parfois, les phobies, c'est dû à des trucs qui sont arrivés des générations plus tôt. Je sais pas. En fait, parfois... je me mets à croire à des trucs auxquels je croyais pas forcément parce que... Bien sûr. Tout ça. Sinon, en fait, c'est tellement dur d'essayer de trouver du sens à ce que tu traverses que, voilà. Donc, je sais que la clinique espagnole m'a parlé d'un examen à passer, mais qui ne se fait pas en France et qui est payant. Et il faudrait que je me déplace là-bas. Donc, il faut payer l'aller-retour pour y aller, plus le prix de l'examen. Donc, est-ce que je vais le faire ou pas? Je sais pas. Il y a aussi mon tour qui arrive en France. Je peux peut-être l'attendre tranquillement. Est-ce que t'as les trompes bouchées ou pas du tout? Bah non. Mais en même temps, dans le cadre de FIV... On va pas checker ça? On me l'a checké au moment des inséminations artificielles. On a fait l'hystérosalpingographie. Ouais, que j'ai trouvé très douloureuse. Apparemment, oui. Alors, pour celles et ceux qui ne savent pas, l'hystérosalpingographie, c'est qu'on t'envoie de l'iode dans les trompes pour venir déboucher et checker si tout va bien, quoi. Exactement. Et en fait, tu vois, tu dis très douloureux. Moi, j'ai des potes qui l'ont fait, qui ont dit, putain, j'ai rien senti du tout. Mais oui. Donc, ça dépend complètement. Ce qu'il faut savoir, c'est que même si les gens qui nous écoutent doivent le faire et ont mal sur le coup. Moi, il y a un truc qui m'a vraiment surprise, c'est je m'attendais pas à avoir mal, mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi court. C'est vraiment quelques secondes. Et si j'avais su que c'était aussi court, je pense que j'aurais... T'en aurais moins fait tout un truc... Parce que dès que j'ai senti la douleur, moi, je me suis mise à pleurer, à hurler, quoi. Et tu t'es dit, ça va durer, mais en fait, t'as une douleur forte, mais très courte. Très passagère. Mais après, effectivement, il y a des gens qui ne ressentent rien, quoi. Bon, en tout cas, donc là, vous vous dites... Soit en Espagne, on va voir ce qu'ils proposent. Il y a peut-être mon tour qui va arriver. Mais on lâche pas. Pour l'instant, je lâche pas. Mais en même temps, comme je disais, je n'en fais plus le centre de ma vie. Et autant, tu vois, quand je faisais le truc en Bretagne et le semi-marathon, je pense qu'il y avait une part de moi qui essayait de se remettre pour être en forme pour le prochain essai. Et donc là, il faut que je fasse des trucs pour moi. Pas dans ce but-là, quoi. Pas dans ce but-là. Tu sais, un peu comme post-rupture. Où, en fait, il y a plein de moments où tu te dis, je vais faire plein de trucs de développement personnel et tu as l'impression de les faire pour toi, mais en fait, tu les fais en prévoyant la prochaine personne que tu vas aimer et qui va t'aimer. Et en fait, non, il faut réussir à s'affranchir de ça. Et ça, c'est un peu la difficulté. C'est très dur parce qu'en plus, vous êtes vraiment dans un parcours qui est pas... c'est pas évident. Et puis en plus, avec tous ces essais où ça fonctionne et puis ça fonctionne pas, parfois ça fonctionne... Enfin, c'est normal qu'il y ait beaucoup d'attentes et qu'en plus, on devient obsessionnel, quoi. On pense qu'à ça... Enfin, franchement, tu dis ça et je trouve ça génial que tu arrives à te dire maintenant, ça va plus être ma priorité parce qu'il faut que je puisse penser à moi, etc. Mais encore une fois, si je peux ramener ça à ce que j'ai vécu autour de... Enfin, moi, j'ai pas vécu ça, mais tous mes potes, ils sont obsessionnels, ils pensent qu'à ça. Ils pensent qu'à ça, c'est très difficile de dire « Oh, attends, vas-y, on verra dans 8 ans, on verra dans 6 mois. » Tu penses qu'à ça. Bien sûr. C'est ultra dur et il y a un côté injuste aussi.
Et c'est hyper dur de lâcher prise vis-à-vis de ça. Ouais. Tu vois, quand tu vois des gens qui... C'est 3 semaines et c'est parti. Ou... Moi, c'est jamais arrivé autour de moi. Ah ouais? Mais jamais. Genre, tous mes potes à qui c'est arrivé, ça prend des années. Non, moi, j'ai eu les deux, tu vois. J'ai eu une pote, ça a pris 5 ans. Ma meilleure pote, si elle va écouter cet épisode, elle va m'en vouloir, mais j'aurais envie de dire 1 an et demi. Ouais. Une autre pote, ça a pris 2 ans et demi. Ouais, moi, j'ai pas eu de cas, tu vois, où ça s'est fait très rapidement. Et c'est toujours, en effet, j'imagine... Enfin, quoique, tu vois, moi, j'ai vécu 2 grossesses, du coup, mais une fausse couche, et il y a forcément ce truc de putain, mais qu'est-ce qui foire? Qu'est-ce qui fait que ça marche pas et tout? Parfois, en fait, juste, tout va bien. Tu vois, parce qu'au final, toi, tu disais que, en fait, ça va plus ou moins bien, quand même. Ah ouais. Donc, parfois, c'est juste... pas de raison. Ouais. Mais genre, j'ai des potes, ils ont aucun problème. Tu vois, genre, tout va bien, elle a son taux d'ovocyte, tout va bien, lui, les spermogrammes, tout va bien. Mais ça ne veut pas. Ça veut pas. Et c'est fou parce que donc il y a des gens pour qui tout va bien et ça ne veut pas, et il y a des gens qui ont, tu vois, qui vont faire de l'endométriose, qui vont avoir vraiment une réserve ovarienne très très faible, et pourtant ça va marcher, quoi. Et donc d'une certaine façon, ça donne de l'espoir. Ouais. Et de l'autre côté, ça inquiète un peu. Donc c'est ouais. Donc moi, je pense que le plus important, c'est de réussir à se remettre soi au centre. Et éventuellement son couple, si on est en couple à ce moment-là, quoi. Ça va toujours bien entre vous? Ouais. Est-ce que vous avez senti un traitement un peu différent parce que vous êtes un couple lesbien? Est-ce que tu as eu des médecins qui ont eu à part des indélicatesses ou des potes? Enfin, j'en sais rien, tu vois, des... Je crois qu'on a été assez préservés, quoi. Ok. J'ai pas la sensation qu'on ait eu ça. T'as pas eu des médecins qui ont été hyper indélicats et tout? Parce que t'en as tellement des médecins... Non, j'ai la chance vraiment d'être très bien suivie en France. Et en Belgique, c'était un peu plus froid, mais en même temps, il y avait aussi la barrière de la langue parce qu'on était dans la partie flamande. Et du coup, le français n'est pas leur langue officielle. Et donc, donc, c'était pas vraiment de la froideur, c'était plus parfois de l'incompréhension, quoi. Mais ouais, t'as pas ressenti ça. Et est-ce que dans vos relations, il y a eu des mots, tu vois, des trucs où vous vous êtes pas senti soutenus? On s'est parfois senti seul, on se sent parfois un peu seul, mais on sait que c'est pas pour nous faire du mal. On sait que c'est pas, ça part pas d'une mauvaise intention. C'est peut-être un truc de, à ce moment-là, les gens ne se sentent pas forcément en capacité, non, même pas, tu vois, mais en capacité tu vois, pas assez en forme pour se dire bon on va les voir, mais peut-être qu'elles vont être super plombées parce que il y a eu un échec récemment, un échec d'implantation récemment. Où on ne sait pas à quoi faire. Mais on n'a jamais senti de la malveillance autour de nous, et on sait que c'est vraiment une chance. Après, j'ai eu 2-3 commentaires sur les réseaux sociaux quand j'ai lancé le podcast Attendre d'attendre, où on m'a dit sinon c'est avec un homme. Oui. Allez. Ok. Et bien sûr. Oui, c'est les raisons. En plus, là, j'ai l'impression que mon corps me dit que ce serait beaucoup plus compliqué que ça, en fait, même si j'étais hétéro et en couple avec un homme. Ouais. Est-ce que pour vous, de pas avoir d'enfant, c'est une éventualité? Ça commence à l'être. Et comment vous le vivez, ça? Ça commence à l'être pour moi. Clémence est plus optimiste que moi. Et parfois, il nous arrive d'avoir des petits accrochages à ce sujet-là, parce que j'ai tendance à vous faire parfois des petites réflexions d'humour noir, tu vois, genre quoi? Du genre oui, enfin bon, ça n'arrivera jamais. Je sais pas si c'est vraiment de l'humour noir, tu vois, mais un petit peu de l'humour défaitiste, et ça a tendance à parfois l'affecter un petit peu si c'est un moment où elle est un peu plus sensible. Mais oui, je commence à envisager cette possibilité-là, et du coup, il faudra probablement qu'on se trouve un autre rêve. Mais en même temps, on en a plein. Donc, moi, je veux voir les aurores boréales, par exemple. Ça, c'est ton rêve? C'est un nouveau rêve que je me mets en tête. Enfin, c'est un rêve que j'ai depuis longtemps, mais là, je me dis, OK, d'ici 2027, je vais avoir vu les aurores boréales. OK, mais en tout cas, donc il y a cette éventualité-là qui commence à arriver. Et comment tu le vis? Est-ce que c'est un échec? Est-ce que c'est genre, non, ça n'a pas marché, ça n'a pas... Comment t'accueilles cette potentielle éventualité-là? C'est encore
tu vois, c'est encore une toute petite graine, c'est un embryon dans mon esprit, pour pas faire de mauvais jeu de mots. Mais c'est encore vraiment une éventualité toute petite, qui prendra peut-être de plus en plus de place, ou peut-être qu'il va rester à ce stade. Peut-être que je vais faire une fausse couche précoce de cet embryon d'idée, on ne sait pas. Parce que peut-être qu'à un moment, je vais être enceinte et avoir un enfant. Mais c'est dans un coin de ma tête, en fait. Et je sais que là, mon challenge, ça va être de ne pas en vouloir à mon corps. Ouais, j'allais venir à ça, J'essaie de me reconnecter à lui un peu. Et j'ai un peu la sensation de le faire par le biais... alors, ça fait une bonne dizaine d'années que je fais du sport, mais par le biais du sport, par le biais du yoga, par le biais de... Tu vois, m'être prouvé que j'étais capable de courir 21 km, m'être prouvé que j'étais capable de marcher 20 km par jour pendant 10 jours, mais me prouver que... Je sais pas, il y a un truc de... Je l'ai un peu mis de côté pendant un petit moment. Je faisais plus autant attention à... comment je m'habillais, ou en même temps je fais pas énormément attention non plus, tu vois, mais je sais que j'ai un truc, j'ai besoin de me reconnecter à ma féminité. Ouais, tu t'étais un peu abandonnée. Ouais, mais jamais à 100%, tu vois, mais je sais pas, j'ai un truc de, c'est tout con, mais j'ai à nouveau envie de ressortir mes jupes, mes robes, j'ai ce truc-là de, comme si je m'étais empêchée d'être aussi féminine. Attention, c'est qu'on n'a pas besoin d'être en robe pour être féminine, bien sûr. Entendons-nous. Mais comme si je m'étais un peu déconnectée de ma façon à moi de vivre ma féminité, puisque je n'arrivais pas à faire ce truc que j'imaginais être le boss de fin de la féminité, qui était de faire un enfant, ce qui est absurde en plus. Oui, non, mais c'est des croyances aussi qu'on a. Non, mais bien sûr. Et que je n'aurais jamais pour une autre personne, tu vois. C'est vraiment un truc que je me suis juste appliquée à moi-même. Et jamais je dirais à quelqu'un, mais t'es pas une femme si t'as pas d'enfant, en fait. Non, mais est-ce que du coup pour toi c'est une fin en soi pour toi d'avoir des enfants? Pour toi, je parle pas pour les autres. De moins en moins. Mais ce serait vraiment drôlement super. Est-ce que vous pensez à devenir famille d'accueil? Famille d'accueil, c'est quand même un sacré challenge. Ouais. C'est un sacré défi. C'est un taf. C'est un taf, oui. En fait, vraiment, oui. Il faudrait qu'on arrête de, je pense, travailler... Enfin, que l'une d'entre nous, au moins, arrête de travailler... pour faire ça, c'est une énorme responsabilité. Mais c'est pas quelque chose que vous envisagez? Pas actuellement, mais il faut jamais dire jamais. Je sais que Clémence, avant qu'on se mette ensemble, l'envisageait pour son avenir à elle. Et du coup, elle, l'adoption, comment elle? Parce que toi, c'est pas quelque chose que tu projettes pour l'instant, mais elle, vu qu'elle veut pas être enceinte, est-ce que c'est quelque chose qui lui parle un peu plus ou pas? Je pense qu'en fait, dans toutes les deux, on a ce projet annexe, mais qu'on ne veut pas mettre en pratique s'il n'est qu'un projet annexe. Oui. Donc ça aussi, tu vois, c'est dans un coin de nos têtes et on laisse l'idée grandir au même rythme, parce que c'est vrai que forcément, comme moi, je me suis tellement projetée, je me suis tellement voulue enceinte, je me suis tellement imaginée avec le ventre qui prend de la place et tout ça. J'ai emmené Clémence dans cette projection-là. Donc je pense que forcément, il faut aussi qu'on se projette autrement, être mère potentiellement autrement, quoi. Et ton rapport à ton ventre? Est-ce que tu as un rapport particulier avec ton ventre ou pas? Oui, forcément. Je le regarde beaucoup. C'est un peu une partie de mon corps que j'aime bien, parce que c'est là où la peau est la plus jolie, je trouve. Et j'aime bien mon ventre, et j'essaie... je l'aime bien de l'extérieur, mais maintenant j'essaie de l'aimer de l'intérieur. Donc c'est vraiment plus essayer d'être un peu plus en paix avec mon utérus, avec mes ovaires, avec mes trompes, et plus vivre chaque douleur que j'y ressens, chaque pincement que j'y ressens comme un rappel de cette grossesse qui n'est pas là, quoi. Et ça te ramène souvent? T'as souvent des rappels comme ça? Ouais. Tu sais qu'il y a des moments où j'ai eu des symptômes de grossesse. Par exemple, après ma première fausse couche, 4-5 mois plus tard, là où normalement on commence à sentir le bébé bouger et tout ça, j'ai eu des petits... j'avais vraiment comme des coups, quoi. Ah ouais? C'est fou, hein. Ça t'a fait peur? Je me suis dit que j'ai eu peur de faire une grossesse nerveuse. Oui. Parce que c'est une réalité, c'est possible, en fait. Mais non, c'était vraiment juste, je pense. J'ai tellement voulu ces grossesses que ça s'est passé.
Mais ouais, c'est dur de pas s'en vouloir, franchement. Ouais. Mais en même très temps, enfin, tu vois, on peut toujours s'en vouloir. C'est très facile de s'en vouloir. Mais bien sûr. Mais c'est très dur de pas s'en vouloir. Et je pense en effet que je trouve que ta réflexion, même si parfois, tu vois, tu t'en veux et tu te poses des questions, au final, je trouve que ton approche, elle est plutôt saine, tu vois, de te dire, mais en fait, on fait, finalement, ça va, là, on va peut-être faire des tests, etc. Mais je vais pas me flageller, ça sert à... Puis en vrai, ça sert à rien. C'est clair. Pour de vrai. Et surtout que t'as fait quand même plein de choses, tu vois, t'as remis plein de choses en question, t'as essayé de faire plein de choses. Mais ouais, je comprends la tristesse et la frustration, mais en tout cas, je trouve ça bien, tu vois, qu'il n'y a pas trop ça. Non, mais oui, et je pense que, en fait, j'essaie de me dire que si j'avais pas... Alors, bien sûr, je ne suis pas en train de dire qu'il faut avoir souffert pour faire des trucs, mais mine de rien, en tout cas, moi, ça m'a mis sur une autre voie qui, j'espère, me mènera quelque part. Et puis peut-être qu'en fait, c'est con, mais peut-être que s'il n'y avait pas eu tout ça, bah, tu n'aurais peut-être pas fait ton semi-marathon, peut-être que tu n'aurais pas marché 10 km, et peut-être que tu n'aurais pas fait ce projet de fiction. Et qu'en fait, c'est un peu bête de dire ça, mais parfois, tu vois, dans la souffrance, on en ressort aussi des belles choses. Je dis pas qu'il faut souffrir pour vivre des belles choses, bien sûr que non, hein. Mais que, tu vois, on peut se dire, ok, bah en fait, je traverse ça, c'est dur, mais en même temps, je peux ressortir de ça aussi. Tu vois, je peux sortir ça de moi aussi, quoi. Mais l'important, c'est de se remettre au centre, soi. Ouais, oui, non, mais ça, complètement. On arrive sur la fin de cet échange. Est-ce que y a une question que tu aimerais qu'on te pose plus souvent, mais qu'on n'ose pas te poser sur cette histoire, sur votre expérience, sur ce que vous traversez, ou sur d'autres choses? C'est pas forcément une question que j'aimerais qu'on me pose, mais parfois, il y a des sujets que j'ose pas aborder, par exemple avec mes amis que je sais en train d'essayer de procréer. Et pour moi, c'est hyper important qu'elles sachent que, évidemment, si elles y arrivent, je vais être heureuse pour elles, et que j'aimerais trop l'apprendre en tête à tête, tu vois. Pas faire partie d'un effet d'annonce général qu'on me laisse. Parce que j'aurais trop peur, comme les autres, tu vois, connaissent mon parcours et tout ça, j'aurais trop peur de me sentir scrutée. Alors qu'évidemment, je suis pas le centre du monde et évidemment, les gens vont pas me scruter. Mais je trouve que, en fait, ce serait une connexion encore plus forte. Enfin, je me sentirais privilégiée de le savoir avant les autres. Évidemment, je garderais le secret. Mais ouais, je pense que ça me permettrait d'être 100% heureuse pour elle, sans avoir un peu de stress de la situation. Ouais. Bah, écoute, tu n'auras qu'à leur envoyer ce podcast. Oui, par exemple. Comme ça, tu pourras dire, écoute la fin. Juste, je te le dis, écoute la fin. Si tu avais envie de revenir sur une seule décision de ta vie, ce serait quoi et tu aurais fait quoi autrement? Je pense que je me serais mise sur la liste en France plus tôt. Et je pense que je me serais remise au centre plus tôt. Ouais. J'aurais pas laissé de côté tous mes projets pro et perso. Ouais. Et sportifs. Mais en même temps, c'est jamais trop tard. Il est jamais trop tard, exactement. Mais oui, j'aurais, je pense, gagné du temps sur une remise sur pied potentielle. Ouais. Bah, merci beaucoup, Sophie, parce que c'est un sujet que j'avais hyper envie d'aborder depuis longtemps, qui m'est beaucoup demandé, d'ailleurs. Et on a un peu une méconnaissance autour de ça. Regarde, même moi, je te pose des questions qui, j'imagine, certains auditeurs ou auditrices se posent aussi ces questions-là. Et merci d'y avoir répondu aussi de manière aussi transparente. Et j'espère... j'espère que tu seras enceinte. Alors oui, mais en même temps, j'espère surtout que vous allez être en paix, tu vois, avec le résultat de tout ça. Et voilà, donc merci beaucoup. Merci donc on peut écouter tes podcasts. Oui. Tes podcasts, pardon. Donc il y a d'attendre un enfant. Exactement. Ok. Donc où j'ai raconté mon parcours PMA, enfin une partie de mon parcours PMA, et Couple Goal que j'anime hebdomadairement, de manière hebdomadaire plutôt, avec Clémence, qui est donc le slogan, c'est le podcast sur le couple qui va vous rendre meilleur en amour. Pas mal. Pas mal. Grosse ambition. Ouais, mais le slogan est pas mal. Et on y rigole bien. Voilà. Ok, et donc on peut te retrouver aussi sur les réseaux. Ouais. Sous le nom de Sophie Rich. Exactement. Rich, c'est ton nom de famille? Oui. Sympa. Moi, je croyais que c'était un bar pseudo et tout. Non, c'est pas mal. Non, c'est vraiment mon nom de famille. Ouais. Bon, bah, trop bien. Merci beaucoup. Et puis une petite pensée à toutes ces femmes qui traversent tout ça, parce que quand même, c'est pas rien. Et on vous envoie beaucoup d'amour. Tellement. Je parle en ton nom, mais... ah oui, bien sûr. Ouais. Donc, voilà, n'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram et au compte YouTube.
Instagram principalement. de YouTube, c'est un Sophie. peu en pause. Ok. Je préviendrai sur Instagram si YouTube revient. Très bien. Et puis, voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Merci à celles et ceux qui nous ont écoutés. Je le rappelle parce que j'en suis particulièrement fière, le podcast part en tournée en 2026. 5 dates uniques, 5 moments pour explorer ensemble la sexualité et l'intime, pour oser parler, se questionner. Donc si ça vous parle, n'hésitez pas à prendre vos places. Je vous dis à la semaine prochaine, même studio, même micro. Je vous embrasse. Ciao. Podcast.